Madame la présidente. Alors, bon début de soirée à vous tous et toutes. Vous pouvez prendre place. Et nous allons poursuivre le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 14, loi favorisant la transformation numérique de l'administration publique. Et je suis prête à reconnaître le prochain intervenant. Et il ne semble pas y en avoir. Alors, le principe du projet de loi numéro 14, loi favorisant la transformation numérique de l'administration publique, est-il adopté? Adopté sur division. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Donc, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi numéro 14, loi favorisant la transformation numérique de l'administration publique, soit déféré à la Commission des finances publiques pour son étude détaillée. Je vous remercie. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Maintenant, pour la suite de nos travaux, je vais recéder la parole à Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Pouvez-vous appeler l'article 4, s'il vous plaît, Madame la Présidente? À l'article 4, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 28 mai 2019 sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 17, loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Et au moment de suspendre ce débat, Monsieur le député de Darcy-McGee avait la parole et je vous rappelle qu'il vous reste 13 minutes 49 secondes pour intervenir. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux de reprendre notre débat sur le projet de loi 17, loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. J'ai aucun doute que vous allez vous rappeler que quand on s'est quitté il y a un mois, j'étais en train de parler de l'importance de ce projet de loi devant nous, qui touche finalement aux usagers, aux consommateurs, aux gens, des fois en région, vulnérables qui ont besoin du transport adapté, qui touche à la gagne-pain des pères, des fois des mères de famille, souvent des nouveaux arrivants qui ont décidé sur une carrière comme chauffeur de taxi. Alors, ce n'est pas anodin. Vous allez vous rappeler que notre ancien gouvernement avait fait un bon bout de chemin sur ce dossier qui interpellait le législateur à agir. Des fois, des gens sont réticents quand on est devant le changement, mais c'est une des réalités de notre vie dans un premier temps, et souvent des changements intéressants et promoteurs vont de pair avec des défis, des difficultés. Alors voilà la raison pourquoi il faut faire la part des choses et planifier, consulter et légiférer de façon très responsable. Je crois que l'ancien gouvernement a compris qu'il y avait plusieurs nouveaux aspects de concurrence, de nouvelles technologies qui se présentaient dans ce champ d'activité et qui avaient impliqué dans ces changements des opportunités pour les usagers, plus d'options de services, peut-être des frais plus intéressants, peut-être une plus grande facilité pour s'arranger et pour faire ses façons de faire. Il faut que les gouvernements soient là pour faciliter le progrès, mais tout en constatant qu'avec ça viennent des obligations de protéger chaque constituant de notre société. C'est pas aussi simple de dire, bon, voilà une technologie qui m'intéresse, let's go. Mais il y a des changements importants. Ce n'est pas un prétexte pour rien faire, évidemment. Mais comment faire? Je crois que notre formation partagerait généralement les objectifs tels qu'exprimés par le ministre du Transport en ce qui a trait au projet de loi 17. Nous ne prêtons pas
Prétendons pas qu'il n'a pas proposé un projet de loi en bonne foi pour faciliter, comme je dis, l'accès pour le consommateur, pour les usagers, pour limiter, il faut le faire aussi, le fardeau sur l'État. L'État a une responsabilité de protéger les gens qui sont présentement impliqués dans cette industrie, mais ce qui va de pair avec cette responsabilité, c'est de limiter la vulnérabilité des contribuables. Alors, on va convenir qu'il y a, comme toujours en gouvernement, il y a des priorités à équilibrer. Et nous, on va vous soumettre, Madame la Présidente, que l'équilibre avec ce projet de loi n'est pas de toute évidence à la bonne place dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour arriver à un tel équilibre, il faut écouter, intégrer les meilleures idées des gens les plus experts dans le champ, les plus touchés par les conséquences potentielles. Et il faut faire la part des recherches à jour, des meilleurs indicateurs et le rigueur qui s'impose quand on propose des changements majeurs. Et ce projet de loi parle des changements majeurs. Bon, dans les quelques minutes qui me sont accordées, j'aimerais parler de 3 aspects de ce projet de loi qui nous interpellent et dont cet équilibre que je parle n'est pas malheureusement de toute évidence au rendez-vous. Bon, dans ce premier temps, la compensation qu'on propose d'accorder aux détenteurs des permis de chauffeur de taxi. La question dont de ma lecture on ne parle pas assez, la tarification dynamique, est un sujet qui touche pour moi au travail primordial de n'importe quel gouvernement, c'est de veiller à un champ nivelé, un accès équitable pour tous ces concitoyennes, c'est-à-dire dans un premier temps les plus vulnérables. Alors là, je m'adresse à la priorité du transport adapté, où j'admets que le ministère indique qu'il risque d'être réceptif, et je le salue à ce sujet, aux amendements, mais des amendements s'imposeraient parce qu'il n'y a à peine un mot sur ce sujet dans son projet de loi. Un autre droit et privilège qu'on n'est pas censé de se permettre du côté ministériel, c'est « oups, j'ai oublié ». Alors, ça s'explique pas mal, Madame la Présidente, que ce chantier est à peine touché dans le projet de loi 17 et il faut en parler. Bon, ce qui est de la compensation, voilà un enjeu qui est énorme et vous le savez que le projet de loi prévoit l'abolition du système actuel de permis de taxi et ce sans offrir de formule de rachat de permis de taxi. C'est assez sérieux, assez arbitraire. Y a-t-il, comme je dis, des changements de cet ordre-là à considérer lorsqu'il y a des nouvelles technologies, des nouveaux joueurs sur le terrain? Oui, mais comment faire? Et de notre lecture, vous allez comprendre qu'on trouve cette méthode tellement inéquitable. On parle de déterminer de façon arbitraire la valeur de l'achat d'un permis et non par sa valeur marchande. Et qu'on comprend que de le faire ainsi risque de donner un avantage aux chauffeurs propriétaires qui auraient acquis leur permis dans les dernières années à gros prix. Et quoi dire aux chauffeurs de taxi pour qui son permis et son hypothèque des fois? Son hypothèque, c'est l'investissement majeur qu'il aurait fait avec un œil sur l'avenir de ses enfants,
sur son rôle ou sa rôle, si on parle d'une mère de famille, d'être là pour sa famille. Et on parle en quelque part d'un acte arbitraire avec des conséquences assez néfastes qui touchent au vrai monde. On n'est pas dans le théorique, on parle d'un acte arbitraire qui risque, Madame la Présidente, de mettre devant une situation très pénible et difficile plusieurs pères et mères de famille pour qui leur métier, et c'est un métier honorable et important, de chauffeur de taxi. Ce n'est pas un message que je viens de livrer qui n'est pas encore livré. Il y avait plusieurs représentants des chauffeurs de taxi lors des audiences parlementaires sur le projet de loi 17 qui se sont exprimés avec passion et souvent avec précision. Et oui, souvent avec, comme je dis, une reconnaissance de ce monde qui aurait changé. Notre formation n'est pas ici en train de défendre le statu quo, de dire aveuglement. Il y a une autre formation dans cette Chambre qui n'est pas loin de cette position-là, de dire aveuglement qu'il faut protéger l'industrie figée en 2017, 2018 ou l'an 2000. Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire qu'un gouvernement a la responsabilité de défendre ses concitoyens et citoyennes. Là, comme je dis, ces consultations étaient un petit peu modestes pour le sujet, un sujet d'une telle importance, qui est malheureusement trop souvent le cas avec le gouvernement en face de nous. Mais quand même, il y avait le site où les gens pouvaient s'exprimer. Il y en a plusieurs détenteurs de permis qui se sont exprimés. Je me permets de citer une ou deux. Madame de Québec, je suis contre le projet de loi 17, présenté pour, entre guillemets, moderniser les taxis et permettre l'arrivée d'Uber et d'autres pour des raisons suivantes. Le gouvernement ne peut pas décider de ne plus reconnaître la valeur des permis d'exploitation de taxis sans en payer la valeur réelle en majuscule avant de l'abolir. Il pourrait au moins payer le coût défrayé par chacun des propriétaires. Pas rien. On parle, une autre fois, comme je dis, du gagne-pain de cette personne-là. Un deuxième, Madame de Sherbrooke, je m'oppose à cette loi en tant que propriétaire de taxi et en tant que consommatrice. Elle parle des deux perspectives. En tant que propriétaire, je risque de perdre le 200 000 que j'ai investi dans mon taxi, puisque mon permis ne vaudrait plus rien et personne ne voudra l'acheter. J'ai hypothéqué ma maison, qui était complètement claire pour acheter mon permis. De plus, j'avais l'intention de le vendre à moyen terme, puisque ce n'est pas mon travail principal. Or, si mon permis n'a plus de valeur, je vais rester prise dans cette industrie à très long terme afin d'au moins repayer ma dette et sans aucun espoir de récupérer mon argent. Bon, Madame la Présidente, c'est des gens qui nous offrent des cris de cœur sur leur avenir. Alors, c'est pas rien. Bon, y a-t-il une meilleure voie vers une solution équitable? Notre solution, d'utiliser le processus gouvernemental d'expropriation déjà existant pour déterminer le montant final à octroyer aux chauffeurs propriétaires. Probablement un montant qui fixerait en reflétant la valeur entre 2014 et aujourd'hui. C'est une façon normale de faire des choses et de protéger le monde et de passer à une autre étape dans cette industrie de transport en commun. Bon, brièvement, Madame la Présidente, la tarification dynamique. Ça a l'air d'une bonne idée, le roi du marché, mais le Québec se donne la fierté de comprendre qu'il y a des freins, des fois nécessaires sur la loi du marché. Nous avons la belle tradition au Québec de comprendre qu'il y a un filet de sauvetage qui est toujours présent
Même quand on parle de l'entreprise privée, on comprend qu'il faut protéger le monde. Je vous invite à imaginer la tarification dynamique. Ça va être très dynamique si on est en besoin du transport, peut-être même adapté à Rouyn-Noranda, où l'offre est assez faible. Si l'offre est assez faible, Madame la Présidente, ça veut dire que la loi du marché va mettre le prix à un niveau assez élevé. Est-ce que c'est ça le but de ce projet de loi? J'espère que non. Bon, brièvement, dans les quelques secondes qui me restent, transport adapté. Comme je dis, j'espère, le ministre a donné des petits indices qu'il va être ouvert aux amendements. Il y en aurait beaucoup de notre côté, Madame la Présidente. Le transport adapté, ce n'est pas une option laissée aux humeurs du marché. Il faut protéger les gens qui ont ce besoin-là. Donc, voilà, on va être très actif dans l'étude détaillée de ce projet de loi. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de Darcy McGee. Et maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. On est ici pour étudier le projet de loi 17 sur les taxis en particulier. Écoutez, pour commencer, là, j'aimerais remémorer, vous rappeler 3 actions initiales du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Les trois projets de loi, les 3 premiers projets de loi qui ont été présentés, c'était le projet de loi 9 sur l'immigration, le projet de loi 17 sur l'industrie du taxi et le projet de loi 21 sur la laïcité. Quels sont les points communs de ces 3 projets de loi? Il s'agit de 3 projets de loi qui affectent tout particulièrement les personnes issues de l'immigration. Aujourd'hui, évidemment, je vais me référer plus particulièrement du projet de loi 17 et ses effets sur les gens qui vivent de ces métiers-là. Je vais aller droit au but. Les taxis au Québec, c'est un job d'immigrants. Et c'est prouvé. Les données d'Immigration Canada démontrent que la moitié des chauffeurs de taxi au Canada sont des immigrants. À Montréal, c'est 60% des chauffeurs qui sont issus de l'immigration. Cette étude d'Immigration Canada démontre aussi que près de 53% des chauffeurs de taxi immigrants sont surqualifiés pour cet emploi, car ayant réalisé des études postsecondaires. De ces derniers, 200 immigrants chauffeurs de taxi possèdent un doctorat. Un doctorat, Madame la Présidente. Je vous épargne ceux qui détiennent un baccalauréat ou une maîtrise. Vous connaissez la blague qui circule à propos du système de santé. Si vous êtes malade et vous avez besoin d'un médecin, n'allez surtout pas aux urgences, appelez plutôt une compagnie de taxi. Ils vont vous trouver un médecin plus rapidement qu'il faut pour en dire malade. Mais une question demeure. Pourquoi c'est un job d'immigrant? Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Évidemment, il n'y a pas de sous-métier. Être chauffeur de taxi, c'est un métier noble comme tous les métiers au monde. C'est rendre service à quelqu'un qui a besoin de se déplacer. Vous, moi, une personne qui a des difficultés, une personne âgée, notre mère, notre père, une personne handicapée, une personne malade, etc. C'est là toute la beauté de la chose. Mais aussi, être chauffeur de taxi, c'est difficile. C'est des longues heures, souvent avec des clients qui ne sont pas faciles non plus. Et quand le ministre des Transports nous annonçait la venue de ces projets de loi, il énonçait tout haut qu'il allait être équitable. La destruction des réglementations en place, est-ce vraiment équitable? Le projet de loi 17 est injuste pour les 17 500 chauffeurs de taxi du Québec. Il est injuste pour les 6 500 propriétaires de permis de taxi. Il n'est pas équitable. Le gouvernement n'a même pas daigné de faire une étude d'impact sérieuse et indépendante par les fonctionnaires du gouvernement du Québec afin d'identifier clairement les conséquences du projet de loi 17 sur l'industrie du taxi. Cette étude d'impact, s'il avait été réalisée, aurait démontré clairement que la valeur des permis de taxi serait anéantie avec cette loi. Mais en échange, le projet de loi fait économiser quelques centaines de dollars sur la plaque T ou encore sur les assurances. Wow, gros gain. Et ça est équitable? C'est ça les gains pour les chauffeurs de taxi? Pour moi, c'est clairement un manque de respect, un manque de considération.
Mais pourquoi concrètement les taxis, c'est une job d'immigrants? Au Québec, on a un grave problème. Et ces problèmes, les différents gouvernements ne les reconnaissent pas. J'aurais pu dire que les gouvernements ne s'attaquent pas au problème plutôt. Mais depuis le temps que j'entends parler de cet enjeu, je peux affirmer aujourd'hui qu'il y a clairement un manque de volonté politique pour les régler. Et ces problèmes, c'est la reconnaissance des diplômes et des compétences. On ne reconnaît pas les diplômes et les compétences obtenues à l'étranger, mais qui, selon toute logique devraient l'être. Les conseils interprofessionnels du Québec révélaient au début du mois que la lourdeur et les lacunes communicationnelles du processus de reconnaissance professionnelle au Québec empêchaient 2/3 des demandeurs d'obtenir la reconnaissance de leur diplôme. Le Premier ministre martèle depuis la campagne électorale que des immigrants, il faut en prendre moins pour en prendre soin. Mais des histoires de gens très éduqués qui doivent, par nécessité, faire du taxi, c'est une réalité. Et là, le gouvernement veut faire passer une réforme qui va faire mal aux chauffeurs de taxi qui sont, je le répète, majoritairement des gens issus de l'immigration, particulièrement dans les grandes villes comme Montréal et Québec. Est-ce que c'est ça, prendre soin des immigrants? Est-ce que le gouvernement va bouger sur cet enjeu? Il y a un manque de médecins et d'infirmières dans nos hôpitaux. Il y a un manque d'informaticiens, d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés. Il y a un manque de professeurs dans nos écoles. Pourtant, combien de personnes issues de l'immigration on croise au quotidien? Des femmes et des hommes avec précisément ces qualifications-là, mais qui sont pris à chauffer des taxis ou à servir des hot dogs? Tout ça parce qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de faire une véritable réforme dans le système de reconnaissance des diplômes étrangers. Vous savez, il y a en quelque sorte un bris de contrat parce que ces personnes-là ont été sélectionnées pour venir au Québec en fonction de leur profil socio-professionnel. Il y avait une promesse implicite que ces gens-là allaient se trouver un emploi à la mesure de leurs compétences, de leurs diplômes, mais ce n'est pas le cas. Une fois qu'on les a acceptés, ils arrivent ici, ils rencontrent toutes sortes d'embûches, et on vient de le préciser, pour justement se trouver un emploi dans leur domaine de compétences. Donc, le gouvernement ne reconnaît pas de façon efficace les diplômes étrangers, mais aussi, il n'en fait pas assez contre la discrimination en emploi. Le taux de chômage des personnes faisant partie des minorités visibles était de 11,7, le double des personnes non racisées, qui étaient à 6,6 en 2016. Quelques faits pour démontrer mon propos. Le revenu moyen des personnes issues racisées des minorités visibles était de 25% inférieur en 2006 à celui des natifs, des gens d'ici. La discrimination à l'embauche est un problème pour les personnes racisées, et particulièrement pour les personnes identifiées comme arabes ou musulmanes. Les minorités visibles représentent 13% de la population et elles vivent plusieurs situations de discrimination. Elles sont sous-représentées parmi les personnels du secteur public. Si les minorités visibles représentent 13% de la population, elles ne sont que 9,4% à être employées dans la fonction publique. 3% des personnes de minorités visibles se trouvent nommées dans les emplois à la haute fonction publique. Moins de 1% dans le réseau de la santé et de l'éducation hors de Montréal. Selon la vérificatrice générale du Québec, les cours de francisation ne sont pas uniformes ni de bonne qualité. Et je pourrais dire qu'il n'y a pas assez d'incitatifs financiers pour que ces gens restent sur les bancs d'école à apprendre le français. Ils préfèrent, et on les comprend, à se trouver un emploi au salaire minimum pour faire vivre leur famille. De notre côté, plusieurs immigrants francophones ne sont pas embauchés par des entreprises qui exigent l'anglais, surtout à Montréal. Encore un bris de contrat. Ces gens-là ont été choisis, ils ont eu beaucoup parce qu'ils parlaient ou maîtrisaient les Français. Mais voilà, une fois arrivés ici à Montréal en particulier, ils ne sont pas embauchés parce qu'ils ne parlent pas anglais. Il y a un problème grave là. Tout ça pour dire, Madame la Présidente, qu'au Québec, être immigrant, ce n'est pas facile. C'est souvent un parcours du combattant.
Et souvent, faire du taxi, c'est la seule job qui reste pour mettre du pain sur la table. Mais avec le projet de loi 17, cette réalité n'existera plus. Et encore une fois, on rend encore plus fragiles les plus vulnérables. Peut-être que pour me faire comprendre, je dois parler dans le langage du ministre des Transports, dans le langage de la coalition Avenir Québec, quand elle dit qu'elle veut enrichir les Québécois. Pour faire mieux que moi, je vais citer un article que j'ai lu dans la presse sous la plume de Patrick Lagacé le 3 avril dernier. Le voici, et je cite. « Ce projet de loi va à l'encontre de tout ce que François Legault dit et répète depuis des années à propos de la création de richesses au Québec. » Histoire typique, histoire de taxi à Montréal. Ali débarque d'Algérie. Il ne peut pas être ingénieur au Québec parce que ses diplômes ne sont pas reconnus et il ne peut pas retourner faire un bac. Il n'a pas le temps. Il doit travailler tout de suite pour nourrir sa famille. Que faire alors? Du taxi. Alors Ali fait les cours de taxi, 1 mois à temps plein. Il réussit les examens du bureau de taxi de Montréal et enfin, il obtient son permis de transport de personnes. Au fil des années, et en travaillant comme concierge les week-ends, Ali fait grossir sa mise de fonds. Ali a un plan. Il veut acheter un permis de taxi. Et après 13 ans à travailler comme un forcené, Ali finit par rembourser sa dette à Fin Taxi. Son permis de taxi lui appartient et il vaut désormais 200 000 $. C'est un coussin, la valeur de ce permis. Ali est fier de ce coussin et de ce qu'il a accompli en 15 ans. Puis, Uber est arrivé. Résultat, la valeur des permis a planté et plantera encore plus si le projet de loi pro-Uber est adopté. Conclusion de l'histoire. Les chauffeurs de taxi ne méritent pas d'être appauvris simplement pour enrichir Uber et son modèle d'affaires basé sur une armée roulante de locataires, un modèle d'affaires moderne, entre guillemets, qui, quoi qu'on dise, va enrichir pas mal moins de Québécois que les vieux modèles de taxi. Fin de citation de l'article de la chronique de M. Lagacé. Cette histoire-là, moi, elle me parle. Pourquoi le ministre des Transports fait fi de cette réalité? Que répond-il à Ali? Vous savez, Madame la Présidente, l'industrie du taxi, elle permet, malgré les difficultés de ce métier, de faire vivre une famille. Avec les modèles d'affaires d'Uber, tout le monde va être appauvri. Personne ne pourra gagner sa vie en travaillant à temps plein et plus qu'à temps plein, en faisant 60, 70, 80 heures de taxi par semaine, parce qu'il va y avoir une armée de milliers de gens qui se mettront à faire du taxi, à transporter des personnes un peu n'importe comment. Donc, il y a une tarte qui était partagée entre à peu près 22 000 personnes. Aujourd'hui, il va y avoir une tarte qui va être partagée entre 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Plus personne ne pourra vivre du taxi, ça va toujours au mieux être un revenu d'appoint. Est-ce que c'est ça, enrichir le Québec? Est-ce que c'est ça, enrichir les Québécois? Et tout particulièrement, est-ce que c'est ça, permettre à des gens de travailler dur pour gagner leur vie? J'en doute fortement. Vous savez, Madame la Présidente, les taxis, c'est une job refuge. Et là, ce refuge est à risque parce que le gouvernement change les règles du jeu en plein milieu de la partie, sans attendre que les projets de modernisation de l'industrie prennent place, sans considérer les règles qui ont été données au départ. Est-ce nécessaire de les rappeler? Ce ne sont pas les chauffeurs de taxi qui ont écrit les règles, c'est le gouvernement du Québec. Mais aujourd'hui, le gouvernement du Québec change les règles et leur envoie la facture. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle un certain projet de loi sur l'immigration. Moi, ça me rappelle un certain projet de loi sur la laïcité qui va faire en sorte d'exclure, en particulier des femmes immigrantes, des métiers de l'éducation. Quand la CAQ dépose un projet de loi, est-ce qu'elle s'arrête un instant pour penser aux différentes conséquences? Vous savez, depuis que Uber est arrivé, c'est plus de 1,3 milliard de dollars qu'il manque dans les poches des chauffeurs de taxi.
La compensation du gouvernement allouée jusqu'à présent n'est pas suffisante pour les propriétaires des taxis. En personne, ces personnes-là, ils ont mis leur tête sur les billets. Ils ont une hypothèque qu'ils ne pourront pas rembourser. Ce sont des artisans du taxi, pas des entrepreneurs milliardaires qui ont des poches profondes. Pour les propriétaires, c'est souvent un fonds de pension, ça a été amplement dit et répété. C'est ce qui leur permet d'être solvables. Et le gouvernement vient jouer dans ces fonds de pension en changeant la façon dont fonctionne l'industrie du taxi. Imaginez, si vous arrivez ici au Québec et vous regardez comment ça fonctionne. Vous choisissez de devenir chauffeur de taxi. Vous êtes un citoyen modèle. Vous respectez les règles. Et là, votre gouvernement vient vous dire que finalement, votre permis de taxi, il ne vaut plus rien. Que les règles du jeu que vous avez respectées avec tant de rigueur, et dans l'industrie du taxi, il y en a des règles, madame, eh bien, finalement, elles ne sont plus valides. On tourne la page, on efface le tout, peu importe les conséquences. Ce sont ceux qui ne les ont pas respectées, finalement, qui gagnent. Et qui ne les a pas respectées, c'est une multinationale rapace comme Uber, qui paye pas d'impôts, qui détruit les modèles instaurés depuis des années. C'est eux, avec des pratiques illégales, qui viennent détruire toute une industrie qui fait vivre des milliers de familles partout à travers le Québec. C'est à cette industrie-là, à cette multinationale-là qu'il aurait fallu s'attaquer. Pas à l'industrie du taxi, pas aux chauffeurs de taxi, qu'ils soient propriétaires ou simplement chauffeurs. Le projet de loi 17 est injuste. Il est tout sauf égalitaire et encore moins équitable. Il laisse tomber l'industrie du taxi et les nombreuses personnes issues de l'immigration qui y travaillent. Et tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie du taxi. Est-ce que le Premier ministre reconnaît cela et peut cesser de nier l'impact de ce projet de loi sur la population immigrante? Et c'est pour ça que ma formation politique va voter contre l'adoption du principe du projet de loi 17. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Et maintenant, je vais reconnaître Madame la députée de Sainte-Marie-Sainte-Anne. C'est Henri Sainte-Anne. Oh, pardon. C'est non composé. Hein? Alors, Saint-Henri Sainte-Anne. Bien, je vous remercie, Madame la Présidente. Écoutez, j'aurais aimé ne pas nous retrouver dans la situation où nous devons justement, encore une fois, faire la démonstration qu'un projet de loi présenté par le gouvernement a vraiment été mal ficelé, a vraiment été fait sur un coin de table, n'a pas pris en considération les tenants et aboutissants avant d'aller de l'avant puis d'essayer de changer une industrie qui a une histoire, qui a ses règles, qui a ses manières d'opérer. Et tout le monde est en faveur, Madame la Présidente, d'une certaine évolution pour toute industrie, y compris l'industrie du taxi. Et les premiers en faveur de ça sont bien sûr les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Mais dans la manière dont le projet de loi est rédigé, déjà en partant, on voit tout de suite qu'il y a plein d'éléments qui n'ont pas été considérés. Plein d'éléments qui n'ont pas été pris en compte, on ne sait pas pourquoi, on se pose des questions, et quand on soulève les questions, souvent on n'a pas de réponse et on balaie du revers de la main les objections qui sont soulevées par les oppositions, et fort heureusement, pas seulement les oppositions ici en ce salon bleu, mais également les oppositions sur le terrain, dans la société civile, quand les chauffeurs de taxi se mobilisent, quand les propriétaires de taxi se mobilisent, quand les familles touchées par ça se mobilisent. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'impact seulement sur les chauffeurs de taxi ou les propriétaires de taxi. Ce sont les cellules familiales qui sont directement touchées par ça. Et il est vrai de dire qu'il y a quand même, les chiffres le démontrent, une forte proportion de nos chauffeurs de taxi qui sont issus de l'immigration. Et je dois dire que j'ai une sensibilité toute particulière pour cet enjeu. Pourquoi? Parce que et mon père et ma mère sont également
étaient également, ils nous ont quittés depuis, mais étaient également des immigrants haïtiens qui sont venus s'établir au Québec. Et donc, lorsque l'on parle des enjeux des taxis, il faut aussi comprendre qui sont les personnes qui sont touchées par ça. Plusieurs de mes collègues ont rappelé que le projet de loi numéro 17 n'est pas sans rappeler ce qui se passe sur d'autres projets de loi mis de l'avant par ce gouvernement. On peut penser notamment à celui pour lequel je suis porte-parole, qui est le projet de loi 9 sur l'immigration, qui fait en sorte qu'on ne prend pas la réalité des individus en compte avant de prendre des décisions. Et ça, c'est hautement dommageable. Nous avons près de 18 000 chauffeurs de taxi au Québec. Nous avons près de 7 000 propriétaires, 6 500 propriétaires au Québec. Ils ont joué, ils ont décidé de participer à l'action économique en prenant les règles du jeu, en utilisant les règles du jeu. Le gouvernement change les règles du jeu, mais en changeant les règles du jeu, le gouvernement refuse de compenser de manière honnête et raisonnable les personnes qui sont touchées par ce changement-là. Madame la Présidente, moi, j'en prends des taxis. J'en prends des taxis. Puis quand je m'installe, puis je parle de la réalité, je m'assois dans un taxi qui me ramène à la maison, qui me ramène à la gare de train, peu importe, bien, parlez 5 minutes, parlez 10 minutes avec les chauffeurs de taxi et vous allez comprendre la réalité dans laquelle ils se trouvent. Celui qui va vous dire qu'il a contracté une hypothèque de 200 000 $ et qu'il ne sait pas comment il va effectuer ses paiements. Celui qui vous dit que la banque va refuser maintenant de garantir le prêt qu'il a contracté. Celui qui vous explique qu'il a pris des risques et que c'est le gouvernement lui-même qui change les règles du jeu. Celui qui vous raconte les impacts pour ses enfants, pour sa femme, qui parfois doit travailler davantage, pour l'ensemble de la cellule familiale. Toutes ces histoires-là, qui sont des histoires bien réelles, bien humaines, elles existent. Et on n'a pas besoin d'aller bien loin pour en entendre parler. On a juste besoin de sortir de l'Assemblée nationale, puis de prendre un taxi, puis de poser la question. Et je mets au défi les législateurs ici d'aller à la rencontre de ces personnes, de leur poser des questions et de ne pas être touchés et émus par les histoires personnelles qu'ils racontent, puis de conclure au bout du compte, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. Ça ne tient simplement pas la route. Alors, parfois, il y a des affaires qui arrivent dans une vie. Le gouvernement n'est pas responsable. Il y a des tragédies qui surviennent, puis le gouvernement constate la tragédie, doit réagir en bon père de famille, puis doit se dire qu'est-ce qu'on fait pour régler cette situation. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est le gouvernement lui-même qui change les règles du jeu. C'est le gouvernement lui-même qui dit, bien, on avait une manière de fonctionner auparavant, on va changer cette manière-là, puis les personnes qui sont touchées à cette valeur, on va essayer de les compenser un peu plus, mais jamais à la hauteur de ce que ces personnes-là ont investi. J'ai été choquée, Madame la Présidente, d'entendre le premier ministre du Québec dire « Vous savez, dans la vie, on prend des risques, et puis c'est comme un investissement, on prend des risques, et puis bien, quand ça ne fonctionne pas, bien, ça ne fonctionne pas. » Les gens prennent des risques en fonction des règles qui sont en vigueur. Si le gouvernement décide de changer les règles, le gouvernement a également une responsabilité qui vient avec ce changement de règles. Je pense que ça, c'est à la base de la réflexion gouvernementale qui devrait se faire avant même de déposer un projet de loi qui, Madame la Présidente, doit tenir la route. Alors, d'un coup de baguette, d'une signature, on change tout. Ça a des répercussions. Et on nous dit, bien, vous savez, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles manières de faire les choses, il y a des industries, etc. J'en conviens. J'ai moi-même été de l'autre côté de la Chambre, j'ai moi-même travaillé de nombreuses années dans l'innovation, dans la créativité, dans le numérique. Je suis de celles qui pensent que nous devons évoluer, je suis de celles qui croient dans les nouvelles technologies, je suis de celles qui poussent qu'on puisse reconnaître ces nouvelles technologies au Québec encore
plus que ce que nous faisons aujourd'hui, pour qu'on puisse investir dans les éléments qui transforment notre société en une société moderne, mais pas au détriment de nos plus vulnérables. Parce que le développement économique de notre société ne peut pas se faire sans développement social. Un est lié à l'autre. On ne peut pas les dissocier. Et lorsque l'on parle de développement économique et on dit, bon, ben on veut avoir de nouveaux joueurs, on veut avoir... Ben, j'en suis, très bien. On ne peut pas le faire au détriment de gens plus vulnérables dans notre société. Ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Et surtout, ça, pour moi, ce n'est pas être visionnaire. Le problème est d'autant plus inquiétant que lorsqu'on pose la question sur les études d'impact, où sont les études d'impact, quels sont les impacts réels, comment vous allez les évaluer, parce qu'il y a des impacts sociaux. Et qui dit impacts sociaux dit nécessairement coût pour le gouvernement. Alors, il va falloir quelque part que ces impacts sociaux soient également mesurés à l'intérieur de ce qu'on appelle une étude d'impact digne de ce nom, Madame la Présidente. Alors, dans sa grandeur d'âme, le ministre a proposé qu'on compense les chauffeurs de taxi avec une valeur à l'achat plutôt que la valeur marchande des permis. Moi, je mets au défi le ministre des Transports d'aller prendre 1, 2, 3, 4, 5 taxis, puis de poser la question par rapport à ce qu'il propose, la réception qu'il va avoir. Parce qu'elle ne sera pas bonne, Madame la Présidente. Elle ne sera pas bonne, cette réception-là. Parce que le gouvernement abdique ses responsabilités. Parce que le gouvernement refuse de reconnaître qu'il a une responsabilité sociale. On parle souvent de la responsabilité sociale des entreprises. Mais au premier chef, un gouvernement, ça a une responsabilité sociale. Alors, quand on propose une valeur d'achat, quelqu'un qui a peut-être payé un permis à 50 000 puis dont la valeur maintenant équivaut à 150 000, mettons. En quoi est-ce que ceci répond vraiment aux enjeux que rencontre cet individu-là? Aucunement. Aucunement. Le gouvernement décide de faire un aéroport, il exproprie des gens, il va compenser les personnes qui l'exproprient, parce qu'il change les règles du jeu. À partir du moment où le gouvernement change les règles du jeu, il ne peut pas simplement être un acteur de développement économique. Ça fait 25 ans que j'ai évolué dans le domaine du développement économique, Madame la Présidente. J'adore le développement économique, j'adore les technologies, je pense qu'on doit investir là-dedans. Mais à partir du moment où c'est le gouvernement qui décide de changer les règles, sa responsabilité première, c'est de s'occuper des plus vulnérables, c'est de s'occuper des gens qui sont touchés par les décisions qu'il prend. Et ça, malheureusement, c'est absent du projet de loi. C'est absent. Et il faut le déplorer, il faut le décrier, et j'espère que des membres de la formation politique que forme le gouvernement vont se rendre compte de l'impact que ça a. Je le vis également sur d'autres projets de loi où on sous-estime mais complètement l'impact des lois que nous proposons. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les études d'impact sont importantes, justement pour qu'on ait une idée plus claire de ce que cela signifie, ces études d'impact-là. Madame la Présidente, il y a aussi quand on parle de personnes plus vulnérables, on peut parler aussi du transport adapté. Je pense que quand le gouvernement a déposé son projet de loi, il n'a même pas pensé réellement aux impacts en termes de transport adapté. Pourtant, 70 % des courses pour le transport adapté, au minimum, sont effectuées par les taxis. Il y a donc une incidence. Je sais que mes collègues d'en face trouvent la conversation fort intéressante. Hein? Et je sais que le ministre de l'Agriculture a une âme très sensible par rapport à ces enjeux. Une personne qui s'intéresse particulièrement
au développement social. Oui, et un cœur également. Et un cœur également. Je le sais, je reconnais le ministre de l'Agriculture pour ça. Mais j'espère que le ministre de l'Agriculture, au sein de sa formation politique, va pouvoir jouer un rôle pour influencer les décisions qui sont prises ici. Je l'invite à nous montrer ce de quoi il est capable pour influencer le reste de ses collègues. Parce que ce sont des enjeux qui touchent les gens directement. Ce sont des enjeux qui changent des vies. Ce sont des enjeux qui font en sorte que les vies sont transformées de par une décision prise par le gouvernement. Et c'est là que ça a un impact réel. Alors j'espère, oui, pouvoir parler avec mon collègue et aussi avec d'autres collègues qui sont ici, qui nous écoutent attentivement et qui voient à quel point on prend cet enjeu-là au sérieux, tout comme eux. Madame la Présidente, le transport adapté, ce sont nos plus vulnérables aussi. Il faut s'en préoccuper, il faut s'en soucier. Il faut être capable d'aller trouver des solutions réelles pour combler ces besoins-là. Et on ajoute à ça la tarification. Une tarification qui est dynamique, dit-on, un bien beau mot. Mais cette tarification dynamique-là, elle a également des conséquences, surtout dans des régions plus éloignées, où l'offre n'est pas la même, et va avoir des conséquences, évidemment, sur le prix, et encore une fois, des effets sociaux qui ne sont pas pris en considération dans le projet de loi qui nous est présenté ici. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'œuvre, on dit dans le projet de loi, et je lis, encore pour le ministre de l'Agriculture, qui trouve ça particulièrement intéressant, le projet de loi prévoit que tout transport rémunéré des personnes par automobile doit être offert et effectué au moyen d'une automobile qualifiée, conduite par un chauffeur qualifié. Il établit qu'une personne peut se qualifier comme chauffeur et qu'une automobile peut se qualifier pour être utilisée pour le transport de personnes, soit en étant autorisée à ce titre par la Société de l'assurance automobile du Québec, soit en étant inscrite auprès d'un répondant d'un système de transport autorisé de la Commission des transports du Québec. Il prescrit les conditions et modalités applicables à une telle autorisation et une inscription. Soit. Mais encore une fois, les conséquences des décisions qui sont prises ici ne sont pas à l'intérieur même de ce projet de loi, et c'est ce que nous déplorons. Le projet de loi réserve la dénomination de taxi aux automobiles utilisées pour offrir ou effectuer du transport de personnes lorsqu'une course peut être demandée autrement que par certains moyens technologiques et dont le prix serait fixé conformément aux tarifs établis par la Commission. On lit ça, et lorsqu'on arrive à décortiquer ce que cela signifie, on se rend compte de l'impact négatif que ça a pour les citoyens qui sont affectés par ça. Madame la Présidente, un gouvernement, ça a des responsabilités. Et je me refuse à croire qu'on a un gouvernement qui abdique, je me refuse à croire qu'on a un gouvernement qui n'est pas à l'écoute et qui va poser des gestes qui, en termes humains, sont dévastateurs pour certaines familles, premièrement, mais même en termes économiques, qui ne tiennent absolument pas la route. D'ailleurs, ça se compare très bien. Le projet de loi 9 se débarrasser des 18 000 dossiers. Les 18 000 dossiers, ça va coûter plus cher à rembourser les dossiers et ne pas les traiter que de les traiter. Ça ne suit même pas de logique économique. C'est un peu ce que nous voyons également ici. En somme, lorsque je regarde le projet de loi, je suis obligée de dire, Madame la Présidente, qu'il a encore été écrit sur un coin de table, avec un manque de travail en amont, avec un manque de considération pour les personnes touchées, avec un manque de considération pour toute l'industrie du taxi, avec un manque de vision. Et quand on me parle de nouvelles technologies, j'aime bien rappeler qu'au 16e siècle, il y avait un homme qui s'appelait Rabelais et qui nous avait déjà dit à l'époque « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » J'ai malheureusement l'impression que dans le projet de loi qu'il nous a présenté, c'est la ruine de l'âme pour bien des gens. Et parfois, l'histoire se répète, malheureusement, mais je crois qu'ici, en cette Chambre, nous sommes capables de faire mieux que répéter des histoires qui n'ont pas fonctionné, et surtout quand il y a
des solutions réelles et tangibles que nous pouvons mettre en application. Et ces solutions tangibles, elles existent. Il s'agit de compenser réellement les chauffeurs de taxi qui ont tout misé sur leur permis, dans leur permis, que l'on touche particulièrement, et de faire en sorte que ces chauffeurs de taxi-là puissent avoir une vie décente, puissent nourrir leur famille, puissent mettre du pain sur la table chaque jour. C'est ça que nous souhaitons voir, c'est ça que nous souhaitons faire, et il y a un moyen d'y parvenir, et je pense qu'il faut sensibiliser le gouvernement à ça, mais également le rappeler un peu à l'ordre, et surtout, Madame la Présidente, et surtout, le rappeler à ses devoirs, parce que c'est là le rôle premier d'un gouvernement digne de ce nom. Alors, pour toutes ces raisons, ma formation politique va voter contre ce projet de loi, mais en espérant profondément qu'il y a une lueur d'espoir et qu'ils vont être dignes de la fonction qu'ils occupent et qu'ils vont respecter la responsabilité sociale qui leur incombe comme gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et maintenant, je suis prête à reconnaître le prochain intervenant et ce sera Madame la députée de Fabre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait grand plaisir ce soir d'intervenir aujourd'hui avec mes collègues sur ce principe du projet de loi 17, loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Et je veux saluer tous mes collègues qui ont livré de vibrants témoignages, qui ont parlé des enjeux. Je veux saluer mes collègues membres de la commission et surtout le député de Lapinière qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Et je vais vous parler un petit peu de lui en débutant parce qu'on connaît bien son éloquence légendaire. Mais je veux souligner à quel point il a porté haut et fort, avec beaucoup d'humanité et de sensibilité, la réalité, les enjeux humains des chauffeurs de taxi, la réalité aussi très sensible des personnes vulnérables et la réalité des régions, et je tiens à l'en remercier. D'entrée de jeu, on va être bien clair, nous sommes, nous aussi, pour la modernisation de l'industrie du taxi, mais une trop grande déréglementation a des impacts négatifs. Le gros problème du projet de loi 17, ce n'est pas dans l'intention du gouvernement dans cette modernisation. Le problème du projet de loi, c'est dans la façon de faire. On a parlé d'improvisation, encore une fois. Alors, aujourd'hui, j'ajoute, et je ne reprendrai pas les propos fort éloquents de mes collègues qui m'ont précédé, mais si j'ajoute ma voix aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un seul enjeu, Madame la Présidente, et c'est l'enjeu d'humanité. L'humanité pour les chauffeurs de taxi, l'humanité pour les personnes vulnérables à mobilité réduite. Alors, allons-y d'abord, premièrement, avec les chauffeurs de taxi. Comme nous tous, nous avons été attentifs, nous avons bien entendu les témoignages, les mots même de détresse des représentants de chauffeurs de taxi. Pour eux, détenteurs de permis, c'est souvent le rêve d'une vie pour leur famille, pour leurs enfants. Et pour eux, ce projet de loi, c'est l'arrêt de mort à terme de leurs emplois. Et encore là, il y a une sensibilité dans les régions qui se retrouveront dans ce nouvel environnement concurrentiel avec une lutte des prix et bien sûr, possiblement des grandes difficultés personnelles et financières qui les mèneront même peut-être à la faillite. Alors, ils vont avoir encaissé des pertes de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur la valeur de leur permis et ces chauffeurs nous expriment leur désespoir, ces difficultés financières devant eux face à l'offre finale du gouvernement de la CAQ. Mon collègue de Lapinière l'a rappelé plusieurs fois, cette injustice profonde aux détenteurs de permis de taxi, parce que le projet de loi ne compense pas les chauffeurs de façon juste et équitable et, pour reprendre ses mots, ce n'est pas encore réglé. Il croit aussi, et là encore là, la sensibilité des régions, que de nombreux chauffeurs de taxi vont avoir non seulement à perdre leur emploi, mais les taxis vont disparaître hors des grands centres avec cette destruction définitive du modèle traditionnel. Ce sont aussi ces mots. Ce n'est pas
une légende, ce n'est pas une fiction. L'iniquité, elle est factuelle, elle est démontrée et l'impact sur les finances personnelles et le risque de détresse, il est tellement réel. La presse titrait comme cri du cœur des chauffeurs de taxi, le gouvernement nous laisse tomber. Madame la Présidente, je rencontre et je parle avec les propriétaires de permis de taxi de mon comté. Je le fais régulièrement à travers les activités et tous les lundis, je prends le taxi de chez moi jusqu'à la gare du train pour aller à Québec et je leur parle. Je jase avec eux. C'est une très bonne idée de jaser avec eux, de parler avec eux. Parce que vous savez, à chaque fois, ils me parlent et ça prend très peu de temps. On jase et ils me parlent de l'importance de leur famille, de leur sacrifice, des longues heures, mais pas grave les longues heures, si c'est pour l'éducation de leurs enfants. Ils me parlent de l'importance de leur taxi pour assurer l'avenir de leur famille. Madame la Présidente, quand je sors à la gare, je sais très souvent comment vont les études des enfants et les liens avec leur famille. Et je réalise alors que je n'ai pas jasé avec des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes. J'ai jasé avec des pères et aussi quelquefois des mères de famille qui veulent tant pour leurs enfants. Madame la Présidente, je les entends et ils ne sont pas en train de se plaindre, ils sont en train d'exprimer, de crier leur désarroi et leur droit de justice sociale. Il faut que le ministre les entende, il faut qu'il parle avec eux, il faut qu'il entende leurs inquiétudes, il faut qu'il entende leur réalité. Parlons maintenant, bien sûr, des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite. Et je serai très émotive dans mes propos parce que ça me touche beaucoup. Et j'ai quand même, et il faut noter que j'ai bien porté attention aux propos dans ces commentaires préliminaires, les propos du ministre sur le principe du projet de loi. Je vais reprendre les paroles qu'il a exprimées. Il a dit, on nous a demandé aussi du transport accessible du côté des personnes handicapées. Pour nous, ça va être important aussi de leur offrir un service adéquat, à savoir que pour eux, il était difficile, tout comme ceux qui demandent du transport adapté, d'obtenir un service en bonne et due forme comme n'importe qui pouvait le demander. Si on souhaite avoir un taxi, à l'intérieur de 15 minutes, on est capable d'en avoir un. Malheureusement, pour ces gens, c'était plus souvent qu'autrement 12 heures de réservation, 24, 36 heures, ce qui était peut-être adéquat pour certains, mais ceux qui souhaitent aller au cinéma ou aller voir un match, peu importe, on va être capable d'utiliser un transport. Donc, on va s'assurer d'offrir une offre pas juste raisonnable, respectable sur tout le territoire. Il poursuit en disant « Le transport adapté, les plus vulnérables, les personnes handicapées, pour nous, il va être important. Si on doit mieux le cibler, on le fera. Je sais que c'était une inquiétude du député Lapinière et certains autres collègues. Là-dessus, ils peuvent s'assurer de ma collaboration, puis d'être capables de bien statuer, bien écrire jusqu'à quel point ces services sont bien donnés. » Madame la Présidente, j'ai bien entendu ces mots d'ouverture, ces bonnes intentions. Vous savez, on peut parler du mot humanité, mais encore faut-il agir avec humanité. Alors, j'ai entendu les mots, mais en même temps, je vais me permettre un petit moment thérapeutique parce que j'ai entendu aussi les mots liés au transport adapté et les raisons, c'est d'aller au cinéma ou aller voir un match. Moi, je suis en réaction quand j'entends ça et j'espère que les mots étaient simplement mal avisés parce qu'il faut vraiment, vraiment ne pas être sur le terrain. Il faut vraiment ne pas être dans une action d'humanité quand on est à ce point réducteur de ce caractère essentiel qu'est le transport adapté dans la vie des personnes à mobilité réduite. Alors, oui, je réagis vivement, Madame la Présidente, mais ça me touche beaucoup. Et de savoir qu'on invoque l'essentiel du transport adapté avec ces simples propos, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas réagir. Alors oui, une ouverture, mais encore faut-il être sur le terrain et parler aux gens. Il y a eu une autre petite lueur d'espoir ce matin. Alors j'espère que c'est vrai, mais ça ne m'empêchera pas d'être très tenace dans mes propos qui vont suivre.
parce que les rappels sur l'humanité ils sont essentiels et il y a les mots et encore une fois, je le répète, il y a l'action. Je veux saluer la ministre, pas la ministre, mais je veux saluer ce matin la motion qui a été présentée par ma chère collègue députée de Marguerite Bourgeois à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et elle a bien sûr nommé la réalité du transport adapté. Et la motion disait ceci, qu'elle rappelle que les différentes associations déplorent que l'offre et la qualité des services de transport adaptés sont variables et inégales sur l'ensemble du territoire québécois, qu'enfin, demande au gouvernement de modifier le projet de loi 17 afin de s'assurer que l'accessibilité aux services de transport adaptés soit suffisante, et ce, dans toutes les régions du Québec. Alors, il y a eu cette motion présentée, l'unanimité en cette Chambre et l'ouverture du ministre. Mais, il faut en parler encore et encore, parce que l'action n'est pas encore au rendez-vous. Alors, vous me permettrez, Madame la Présidente, de tenir à parler encore une fois de l'humanité et de l'humanité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, des personnes vulnérables du Québec, de toutes les régions du Québec, qui bénéficient du transport adapté offert par les chauffeurs du taxi, parce qu'on va se dire les vraies choses ce soir. Il n'y a rien pour eux dans le projet de loi 17. Il n'y a absolument pas un mot sur le transport adapté. Comment on peut être sur le terrain dans une volonté d'humanité et oublier les personnes handicapées et à mobilité réduite? C'est le néant pour eux dans le projet de loi. Les personnes à mobilité réduite sont les grands oubliés. Alors oui, c'était dénoncé dans plusieurs mémoires devant les médias. Je veux rappeler, entre autres, Stéphane Forget de la Fédération des chambres de commerce qui a dit ceci: il y avait dans l'ancienne loi, la nôtre, une sensibilité, un certain encadrement sur le transport adapté qui s'est perdu. Quelques chiffres, mais j'en parlerai pas beaucoup parce que je veux ramener mon propos vers les personnes. Mais, Madame la Présidente, saviez-vous que 70% des courses pour le transport adapté au Québec sont assumées par des taxis traditionnels? Plus de 122 000 personnes qui en bénéficient, plus de 6 millions de déplacements par année. Et oubliez Uber, Lyft ou Eva qui ne se prononcent même pas sur la nécessité d'offrir du transport adapté. Assez avec les chiffres. Quand je pense aux personnes à mobilité réduite, quand je pense aux personnes handicapées, j'ai un petit élan de chauvinisme lavallois et de mon comté. Et je pense, entre autres, à cette entreprise extraordinaire qui est Savaria, qui travaille à l'élaboration des plateformes d'élévation pour l'adaptation des véhicules, une entreprise de grande renommée. Et je pense à eux parce qu'ils contribuent à la qualité de vie des personnes handicapées. Je pense aussi à tous ces organismes que je connais bien, que j'ai appris à connaître, le regroupement d'organismes de promotion des personnes handicapées de Laval, qui se prononce sur le transport adapté, l'Association des personnes âgées défavorisées handicapées de Laval, l'Étape, qui travaille à l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Je pense bien sûr aux aînés de Laval, aux aînés de mon comté, qui sont en résidence, qui sont en perte d'autonomie, et toutes ces associations qui contribuent, que ce soit club de loisirs ou autres activités qui permettent aux aînés de vivre une vie active, même en perte d'autonomie. Je pense surtout à l'humanité encore et toujours pour mes citoyens qui bénéficient de ce transport, et bien au-delà d'aller au cinéma ou pour un match, ces rendez-vous médicaux, bien sûr les personnes à mobilité réduite qui vont à l'école, pour les activités sociales et pour les aînés afin de briser leur isolement, pour les visites auprès de leur famille. Pensons à tous ces milliers de personnes qui se demandent aujourd'hui, avec le projet de loi, qu'est-ce qui va advenir de leur mobilité possible grâce à l'industrie du taxi? Qu'est-ce qui va advenir de leur autonomie? Ces milliers de personnes à travers toutes les régions du Québec qui vivent aujourd'hui de l'insécurité alors qu'elles n'ont aucune idée si les services de transport adaptés vont être maintenus tels qu'elles sont maintenant. Je vous propose, Madame la Présidente, pour encore aller plus loin dans l'humanité, je vais vous parler de ces gens et je vais vous proposer 3 histoires, 3 vécus. Premier vécu. Je me rappelle à l'école primaire un petit garçon qui arrivait tous les matins en taxi. J'ai compris bien plus tard qu'il avait des difficultés de mobilité. Je le voyais arriver le matin et je pensais, comme un enfant que j'étais de 7-8 ans, il est spécial.
Quand nous étions tous dans la classe, nous étions tous des enfants un peu semblables, sans véritable différence dans mes yeux d'enfant. Il était parmi nous à écouter le professeur et à vivre son quotidien d'école comme nous tous. Aujourd'hui, je repense à ce petit garçon et je pense surtout à ses parents, soulagés de savoir que le transport adapté est là pour leur enfant tous les matins pour le mener en toute sécurité à l'école et le ramener le soir à la maison. Imaginons ces mêmes parents aujourd'hui dans l'inquiétude et l'insécurité de ne pas savoir est-ce que mon enfant aura du transport pour l'école demain ou dans un mois. Deuxième vécu. Je pense maintenant à l'adulte handicapé qui a franchi bien des obstacles toute sa vie au quotidien depuis son enfance à sa vie d'adulte. Il habite en région et dépend du taxi transport adapté pour se rendre au travail. Il est fier de son travail et de contribuer à sa communauté, malgré les obstacles toujours présents dans chacune de ses journées. Imaginons cette personne handicapée privée de son transport vers l'emploi qui le valorise. Je pense enfin au troisième vécu, et pour ce troisième vécu, je pense avec émotion à ma maman décédée depuis quelques années, qui avait cette hantise de ne plus pouvoir conduire son auto un jour et de perdre ainsi son autonomie. Chère maman, je vous parlerai donc d'une maman aînée ou d'une grand-maman autonome mais en perte d'autonomie. Sa liberté, c'est de retrouver ses amis au club de l'âge d'or. À toutes les semaines, elle se retrouve à la même table attitrée. Et je le vois, ça, quand je rencontre mes aînés. Je le vois, leur même table, chacune a sa place bien précise. La grand-maman n'est plus seule. Pas le risque d'isolement social et de solitude à attendre des visites qui ne viennent malheureusement plus. Elle se rend toutes les semaines en taxi transport adapté à son activité de loisir. Imaginons cette dame de plus de 80 ans, à mobilité réduite, qui a déjà hâte à chaque semaine de ne plus se retrouver seule. Imaginons toute son anxiété, son risque de solitude à attendre son taxi qui ne viendra peut-être plus. À cette étape-ci, vous aurez compris, Madame la Présidente, que je ne peux absolument pas appuyer le principe du projet de loi 17. Ça manque beaucoup trop d'humanité. Oui, j'ai bien entendu le ministre et son ouverture à le bonifier. Reste à voir. J'ai entendu sa sensibilité à regarder la situation du transport adapté. Reste à voir. Je souhaite de tout cœur que le ministre tienne promesse et entende l'humanité de la réalité des chauffeurs de taxi détenteurs de permis. Je souhaite de tout cœur qu'il entende les parents d'enfants à mobilité réduite, qu'il entende les personnes handicapées et nos aînés en perte d'autonomie. Mais est-ce que le ministre les entend vraiment? Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Favre, et je crois comprendre que le prochain intervenant sera Monsieur le député de Vimont. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, ça me fait plaisir de prendre parole aujourd'hui sur le projet de loi 17. Mais en même temps, comme ma collègue de Favre, en même temps, c'est triste. Triste parce que ça fait pas si longtemps que ça, on a fait du porte-à-porte. En tout cas, j'espère qu'il y en a quelques-uns ici qui ont fait du porte-à-porte pour rencontrer des gens, puis rencontrer justement des gens qui ont des taxis. Rencontrer ces gens-là qui ont peur, parce que bien souvent, de ces gens-là, ils arrivent d'ailleurs. Et la seule place qu'ils peuvent avoir un emploi, une sécurité ou aussi une fierté, parce qu'ils veulent travailler, hein, ils ne veulent pas être à la remorque des Québécois, bien, ils investissent tous leurs sous sur le taxi. Ils ont la chance. Et ceux qui ont la chance, parce qu'il faut qu'il y ait un permis qui soit accessible, parce que ce n'est pas toujours accessible. J'ai entendu mon collègue porte-parole, député de la Pinière, qui a vraiment résumé les malaises à l'intérieur de ce projet de loi. Puis comme il disait d'ailleurs, il y a eu seulement 1 heure, parce qu'il nous a dit si j'aurais eu 2 heures, je les aurais remplis pleinement. Et j'en ai aucun doute que le député de la Pinière aurait été capable de le faire, certain. Avant de commencer aussi, j'aimerais ça remercier tous les gens qui ont qui ont préparé des mémoires, parce que tout de même, ça prend du temps à préparer ces mémoires-là, surtout qu'il
Il y a des gens qui ont préparé ces mémoires-là, mais avec leurs sentiments, vraiment avec leur cœur, parce que c'est des choses qui lui touchent vraiment personnellement. Et aussi, en plus, de savoir déplacer en commission, parce que ça prend du temps, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il soit ici. Le projet de loi est pour justement modifier, moderniser l'industrie de transport rémunéré des personnes par automobile. Oui, c'est vrai. Il faut y aller, il faut changer, il faut suivre le courant, la population le demande. D'ailleurs, tu te promènes un peu partout. Moi, je me promène un peu partout dans le monde. Et ce Uber-là, il est un peu partout. Ici, au Québec, on a Lyft, Uber puis Eva qui sont présents. Puis il va en avoir sûrement d'autres parce que c'est une application que tu retrouves sur ton téléphone. Mais moi, sur mon téléphone, j'ai une application. Taxi Laval. Je m'en sers pas souvent. Je ne sais pas si ici, il y en a des gens qui s'en servent. Mais moi, je m'en sers des fois. Je m'en sers parce que des fois, c'est pour le transport à un moment donné d'un de mes petits-enfants. Comme vous devez le savoir, je suis un grand-père. Donc, puis j'essaie de faire attention le plus possible à mes petits-enfants. Donc, des fois, je ne peux pas faire le transport. Donc, des fois, c'est un taxi qui va faire le transport. Ou encore, des fois, à un moment donné, trop fatigué d'une soirée avec un petit peu de boisson, moi, je ne prends vraiment pas de chance. À ce moment-là, c'est un taxi. Oui, il y a l'application Uber, mais là, ça dépend à quelle heure tu le prends. Ça dépend c'est qui. Mais tu n'es jamais sûr. Parce que là, j'ai entendu bien des gens qui ont été voir des spectacles. Ils ont commandé des Uber, des Eva, des Lyft. Mais ça y va par des périodes où c'est plus demandé, plus achalandé que d'autres. Et puis quand c'est plus achalandé, bien, vous devez savoir, c'est plus cher. Taxi, lui, il y a un coût. Moi, avec mon application, taxi, j'appelle, ils sont là tout le temps. En passant, j'ai rien contre Uber, puis Lyft et Eva, mais vraiment pas, ceux qui pensent ça, là. Sauf que l'affaire que je trouve malheureux là-dedans, c'est de la manière qu'ils ont pénétré à l'intérieur du marché. Oui, comme les consommateurs ont le choix, c'est vrai. Mais comme ma collègue disait tantôt, je pense aux aînés, qu'eux, des fois, ils ont besoin d'une petite assistance, quoi que ce soit. Puis, les autres sont plus téléphone, sont moins applications. J'écoutais à un moment donné, parce que le ministre semblait dire comme quoi c'était vraiment pour les jeunes, le collègue de Québec solidaire, l'autre fois, le leader du Québec solidaire, mentionnait justement que ça ne fonctionne pas nécessairement aux jeunes. Les jeunes, là, les gens, ils ont dit hey, ouais, les jeunes sont tous là-dedans. Mollo là-dessus, c'est pas nécessairement vrai. Peut-être une mode, mais il va arriver quoi si cette mode-là diminue d'intensité, puis les gens disent ouais, mais fin de compte, je ne gagne pas beaucoup de sous. Parce que les gens, la première chose, ils vont penser combien ça me coûte dans mes poches. C'est ça qu'ils vont penser. Ils vont penser au service. Sont-tu là quand j'en ai besoin? Une fois qu'ils vont avoir un raté ou deux ratés ou trois ratés, ils vont faire quoi? Bien, ils vont revenir au taxi. La seule affaire que je trouve malheureux, peut-être, c'est qu'on va avoir fait tellement mal à cette entreprise-là, au taxi, bien, il y en a peut-être qui ne sont plus là. Puis tout à l'heure qu'on va en avoir besoin de ces gens-là, puis ils ne sont peut-être pas là. Comme je disais tantôt, pendant les élections, j'ai entendu bien les propriétaires de taxis conter leurs propres histoires, mais ça, à la tonne. Il y a un projet pilote qu'on avait fait. Sont où les résultats de ça? Les données sont où? On pourrait au moins se fier là-dessus. Tu sais, on est en train de parler d'un projet de loi, on ne sert même pas de ça. J'ai l'impression que ce gouvernement-là ne prend pas ces choses-là. Je viens d'arriver d'un autre projet de loi en bas, c'est la même chose. Je pense que c'est une habitude qu'ils prennent. On ne prend pas. Il me semble qu'on est mieux de savoir où on est pour savoir où on veut aller. Tu sais, il me semble que c'est la normalité des choses. C'est un projet de vie aussi pour les Québécois et Québécoises, les gens qui ont décidé d'investir là-dedans. Il y en a que j'écoutais, j'ai joué au hockey en fin de semaine, il y en a un monsieur, un citoyen, qui me disait « Oui, mais celui qui a payé 50 000, là, écoute, moi, je pense pas qu'on devrait y donner plus que ça. » Puis j'ai fait réaliser à ce monsieur-là, dire « Écoute,
Si à un moment donné, il y aurait une modification de route chez vous, puis la route passe sur ta maison, sur ta propriété. Et puis là, on décide de t'exproprier. Ta maison, tu l'as payé combien? Le monsieur me répond 45 000. Bon, ben donc à ce moment-là, on va te donner 45 000. Ben non, elle ne vaut pas ça. Elle vaut bien plus que ça maintenant, avec la valeur, le temps que tu la quittes. Bien, c'est la même affaire avec le taxi. C'est exactement pareil. Tu l'as payé 50 000, il y a une valeur marchande, bien, ta valeur est rendue à X. Les gens que je rencontrais pendant les élections au porte-à-porte, il y en a un qui me disait justement, écoutez, moi, là, j'ai hypothéqué là-dessus. Moi, là, j'ai des enfants qui sont à l'école. J'ai des enfants qui... Moi, j'ai acheté ma maison. Tout tourne là-dessus. C'était une valeur fiable. C'est comme une maison. Avec ta maison, tu peux faire quoi? Bien, tu peux acheter une autre maison. Tu peux investir. C'est une valeur sûre. Mais là, du jour au lendemain, on décide, on ne s'en sert pas de ça. C'est pas nécessairement bon. Regarde, on change les règles, puis regarde, on va donner un petit peu plus, là, mais on ne fera pas ça. Mais pourtant, il semble qu'on n'a pas une équipe au ministère du Transport qui s'occupe déjà justement des expropriations. On a déjà l'expertise chez nous. Ils ont déjà l'expertise. Pourquoi qu'on ne prend pas ces gens-là qui ont l'expertise d'expropriation et qui fassent la même affaire avec les chauffeurs de taxi, avec les permis de taxi? Parce que peut-être le permis qui est à Rouyn-Noranda, puis là, je tombe des places, là, à Rouyn-Noranda, est peut-être différent de celui de Laval. La valeur marchande, on parle toujours, parce que c'est comme la maison. Une maison de Trois-Rivières, elle peut être différente d'une maison, je reviens toujours avec Laval, là, mais la valeur peut être différente. Bien, écoutez, j'ai une tendance sur Laval, là, je ne sais pas pourquoi. Mais comprenez-vous, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on a les spécialistes qui sont déjà là actuellement, mais on ne s'en sert pas. Puis oui, ça fait des drames humains, comme ma collègue de Fabre me mentionnait. Il y a des gens, si on continue là-dedans, il y en a des gens qui vont faire faillite. C'est sûr et certain. Et c'est tout ça qu'on veut. Surtout que dans le projet de vie de ces gens-là, il y a 55 des gens qui proviennent de l'immigration. 55 des gens qui viennent de l'immigration. Puis là, bien, on critiquera l'immigration comme on voudra. Là. Ces gens-là veulent travailler. Comme je disais tantôt, ces gens-là, ils ont arrivé avec le sou. Ils ont travaillé pour justement se bâtir quelque chose. Ils réussissent à faire de bons citoyens. Et là, on est en train de dire à ces bons citoyens-là, écoute, tu es rendu vraiment Québécois, tu es un bon citoyen, mais c'est sûr, on va changer la règle. Là, nous autres, on va tout simplement dire, regarde, là, tu as payé ton permis, là, 30 ans, 50 000, 45 000, on va te donner 45 000, puis la quitte. Même si tu as fait d'autres choses dans ta vie, même si tu as acheté une maison, même si tu as acheté d'autres choses, là. On change les règles, on décide ça, nous autres. Comme ça. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est des gens qui ont cru, justement, au Québec, ils ont cru, justement, à nos lois, puis on change ça comme ça. Donc, un permis de taxi, c'est un actif valable, vraiment valable, assez que Desjardins puis FinTaxi, le Fonds de solidarité, justement, ils ont embarqué là-dedans. Parce qu'avant, les gens, ils empruntaient comme ils pouvaient. Des chums, des moins chums qui demandaient peut-être des taux d'intérêt peut-être un petit peu plus forts. Mais au moins, c'était clair, c'était net. Des institutions comme le Mouvement Desjardins, puis le Fonds de solidarité décide d'embarquer là-dedans. Même le Fonds de solidarité a même décidé de donner des cours puis de s'en aller un petit peu plus là-dedans, justement, parce que c'était une valeur sûre. Puis, vous savez, comme le dit bien le document, parce que là, j'ai le document dans mes mains, du Mouvement Desjardins, bien des propriétaires de ces permis-là, c'est des actifs, mais c'est le patrimoine. Donc, ils ont toutes mis les économies là-dedans, mais du jour au lendemain, on arrête ça, bingo. L'autre, c'est Fonds de solidarité, FTQ. Effectivement, les autres, ils font même de la formation. Depuis 2008, ils donnent de la formation, justement, aux propriétaires, au centre de formation. Ils se donnent à plein, ces travailleurs-là. Moi, comme je vous dis, quand j'ai la chance de prendre ces taxis-là, d'ailleurs, je les prends souvent à Québec parce que
mon condo ici, je préfère bien souvent prendre un taxi. Moins de problème, tu arrives ici, c'est fait, tu ne bouges pas dans ton auto. Puis moi, dans mon cas, ben, c'est sûr que j'ai une conjointe qui sert de l'auto en même temps, donc tout le monde est heureux. Bon, on trouve tout notre compte, tu sais. Mais, et là, je m'en viens avec les taxis adaptés. Ma collègue de Favre en parlait tantôt. Les handicapés, les gens qui ont actuellement, d'ailleurs, ils ont des problèmes, il y a un manque de chauffeurs à transport adapté, il y a une pénurie de main-d'œuvre là-dedans. Puis les gens, ils ont moins tendance à aller là parce que là, c'est pas payant. Puis là, en plus, bien, il y a peut-être un autre joueur qui pourrait embarquer là-dedans. Mais actuellement, quand j'ai regardé les documents là, au niveau d'Uber, Lyft et Eva, bien, il n'y a pas trop de services adaptés. Là-dedans, là, même Eva, elle dit « Ouf, non, je n'ai même pas pensé à ça, moi, là. » Mais si on fait ça, là, les modifications actuellement, il va arriver quoi? Bien, il va y avoir moins de taxis. Il va y avoir vraiment moins de taxis. Puis là, tout à l'heure, quand vous allez en avoir besoin, bien, ces taxis-là ne seront pas là. Puis là, bien, vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de fonctionner avec Uber et les autres. Mais pendant ce temps-là, les gens... Puis je pensais juste, là, je pense dans des régions éloignées, qui, eux, là, de taxis, il n'y en a pas beaucoup, là. Moi, j'ai quelqu'un qui demeure dans l'Outaouais, dans le bout de Facette. Vous devez connaître ça, Madame la Présidente. Ben, moi, mon oncle, il me parle, il dit, écoute, c'est rare, je prends un taxi, puis je pense qu'il prend ça peut-être une fois par année. Puis le taxi fait une grande région. Là. C'est pas le taxi de Facette, là. C'est le taxi qui fait 5-6 municipalités, là, peut-être. Là. Mais lui, son chauffeur de taxi, il dit, s'ils font ça, moi, je débarque. Parce que là, il y a quelques citoyens qui ont décidé de faire du Uber là-dedans. Donc, le peu de job, le peu de travail qu'il y avait, bien, on y enlève. Et lui, il va tout simplement décrocher, il va arrêter. Mais là, les Lyft, puis les Uber, puis le kit, les autres, là, ça se peut qu'ils travaillent dans la semaine, puis dans la journée, puis le kit. Puis ça se peut que cet oncle-là, lui-là, qui appelle pour avoir un service, il ne l'aura plus. Puis on parlait d'isolement, bien, c'est un oncle qui est assez âgé. Donc, lui, on vient de l'isoler. Mais on va prendre juste Ville-Laval. Ville-Laval, là, les extrémités de la ville, là. Bien, oui, on a des autobus, puis oui, on n'est pas loin de Montréal, puis on nous associe souvent dans la région de Montréal, là. Mais on n'est pas Montréal, on est Laval. Puis dans Laval, bien, il y a des coins que les autobus se rendent moins, là. Bien, bien souvent, ces gens-là se servent justement des taxis pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là que les taxis de Laval, justement, ils ont même... Puis d'ailleurs, ma collègue de Mélile a lu l'autre fois la lettre de Coop Laval, mentionnait justement, puis je parlais tout à l'heure de faire faillite, là, bien justement, il en parle. Il parle, eux autres, d'un tarif réglementé, peu importe l'achalandage. Uber et le kit, c'est tout dépendant de l'achalandage. Les autres, c'est toujours fixe. Les autres, ils parlent justement d'investissement de fonds de pension. C'est le fonds de pension. Puis bien souvent, c'est le fonds de pension qu'ils vont pouvoir vendre pour pouvoir justement faire le vieux jour. Puis en adaptant justement la loi 17, comme ils disent, bien, plusieurs propriétaires de Laval vont faire faillite. Mais là, je parle de Laval, mais je pourrais parler de Montréal, je pourrais parler de plein d'endroits au Québec, et ça va être, malheureusement, c'est ça qui va arriver. Les personnes handicapées, là, c'est l'association, la mémoire de l'Office des personnes handicapées du Québec, je reviens encore avec eux. Ça prend une formation aussi pour transporter ces gens-là. Tu sais, je veux dire, pas n'importe qui peut faire ça, là. Je veux dire, moi, demain matin, j'embarque sur Uber, là, je veux dire, telle personne qui a tel trouble cognitif ou tel problème physique, je la transporte comment? C'est facile, on dit, ben ouais, tu l'embarques en... Non, ça ne marche pas de même, là. Il y a une manière de faire ça, puis ça prend justement une formation en conséquence. Puis comme je vous dis, si on perd ces gens-là, bien, c'est de la population. Parce que là, il semblerait que ce projet de loi-là, c'est fait pour la population, c'est pour aider la population. J'en conviens. Si, avec ce projet de loi-là, ça a fait peut-être bouger des choses au niveau du taxi. Ça a changé des choses. C'est sûr que quand tu arrives avec des genres de menaces, bien, tu fais plus attention. Tu sais, tu redressis ton auto, puis bon, c'est correct. Bien là, c'est une fois fait, là. Je pense que le nouveau taxi se sont placés, puis je pense qu'il faut y penser vraiment. Puis le coût de l'adaptation d'un véhicule, là, j'ai ça dans les mains. Il semblerait l'adaptation pour un véhicule pour transport adapté, c'est de 19 000 à 22 000.
Pas sûr qu'un Uber t'inquiète qu'ils vont mettre ça dans leurs autos, là. C'est leurs autos personnelles, là. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Donc, moi, je pense que malheureusement, il y a des gens qui vont perdre plus qu'ils vont gagner. L'assurance, je regardais ça, c'est le BAC, le Bureau d'assurance du Canada, parlait justement de l'application de l'assurance connexion plateforme. Moi, je regarde toujours aux gens, puis je m'en allais tout de suite à leur conclusion. Si les règles quant à l'application des polices d'assurance ne sont pas claires et que les assurances ne disposent pas de toutes les données requises pour faciliter le règlement des sinistres, les consommateurs seront directement affectés par le manque de précision des dispositions législatives. Le BAC demande donc, une part, de réintroduire les dispositions relatives à la connexion qui se trouvait dans le projet pilote et d'autre part, d'obliger la plateforme à fournir aux assureurs les données qui sont pertinentes à l'application de leur police d'assurance. Donc là, on parle de police d'assurance. Oui, on parle de l'auto, la personne, mais là le client derrière, il faut qu'il soit assuré, lui aussi. Donc, je pense que c'est assez important de penser aux assurances là-dedans. Parce que là, moi, j'étais un Uber. Est-ce que je suis en opération? Est-ce que je suis pas en opération? Les assurances veulent savoir ça, eux autres. Là. C'est quand tu es en assurance. Donc, eux autres, ils veulent vraiment savoir, ils veulent avoir droit aux données. Et déjà là, chez Uber, il n'était pas friand de donner ses données. À un moment donné, oui, il m'en donné, mais il n'en a pas donné de données. Donc, on est toujours pris avec ces données-là, puis on ne les a pas nécessairement. Je vais vous parler des limousines. J'ai quelqu'un, justement, qui vient à mon bureau. Puis lui, il dit, écoute, moi, j'ai parti avec un collègue une limousine. J'ai acheté une limousine. Ça prend un permis en passant. Hein? Ça coûte 50 000 ce permis-là pour faire de la limousine. Puis lui, c'est un passe-temps, mais c'est un surplus monétaire qu'il fait. Tu sais, long, il ne fait pas sa vie avec ça parce que limousine, tu ne peux pas faire ta vie avec ça pendant tout. Mais lui, 50 000 il n'y a personne, je n'ai pas entendu personne parler des limousines vraiment, comment ils vont être dédommagés, eux autres. C'est un investissement. Eux aussi, là, c'est de la business, ça. On fait quoi avec eux autres? Hey, c'est malheureux, j'ai juste 2 minutes, vous dites, là, j'en aurais encore pas mal pour longtemps, c'est maintenant que je réalise. Mais m'aller directement à la sécurité. Actuellement, il y a des gens, ils peuvent mettre une photocopie Uber en arrière de la voiture. C'est Uber. Et puis, moi, là, ma petite fille, si elle embarque avec Uber, est-ce que c'est un vrai Uber, ça, ou pas un vrai Uber? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment avoir des plaques Uber, vraiment comme les chauffeurs de taxi, pour au moins sécuriser les gens. Parce que là, actuellement, là, photocopie, tu mets Uber dans tes vitres, les gens pensent que tu es un Uber. Puis pensez-y, à la sortie d'un show, là, les gens ils vont dire non, ils vont l'appeler. Non. À la sortie d'un show, les gens ils veulent sortir. Puis s'ils voient un Uber, même s'ils ne sont pas supposés le flyer, excusez l'expression, bien, ils vont le prendre, celui-là. Et c'est là-dessus que je trouve vraiment que c'est dangereux. Parce que, écoutez, il y a quelle sécurité? Qui est dans l'auto? Puis c'est qui, là, justement? C'est peut-être mon côté police qui ressort, là, mais moi, je vous le dis, là, je trouve ça pas sécurisant, mais pas pantoute. Donc, au moins, légiférer, mettez au moins une obligation d'avoir des plaques officielles d'Uber, au moins, ou à Eva ou avec Cliff, au moins pour sécuriser justement la population. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Vimont. Et maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'intervention. Et je dois vous demander sur le principe du projet de loi numéro 17, loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, est-il adopté? Monsieur le leader du gouvernement. Par appel nominal, Madame la Présidente, et je vous demanderai de reporter le vote à demain après les affaires courantes, s'il vous plaît. Alors, nous avons une demande de vote par appel nominal qui sera reportée à demain après les affaires courantes. Alors, pour la suite de nos travaux, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Est-ce que je peux vous demander d'appeler l'article 6, Madame la Présidente, s'il vous plaît? À l'article 6 du feuilleton, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 9 mai 2019 sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 20, loi mettant en œuvre certaines recommandations du rapport du 20 août 2018 du Comité de la rémunération des juges pour la période 2016-2019. Et au moment de suspendre ce débat, Monsieur le député de La Fontaine avait la parole. Et avant de vous recéder la parole, je vous indique qu'il vous reste 36 minutes, 33 secondes. 36 minutes, 33 secondes, parfait. Merci beaucoup, Madame
la présidente. Et on aura l'occasion, je pense, de poursuivre ce débat qui est important. On parle de la rémunération des juges et on parle du mode de fixation de la rémunération des juges par un comité. Et ça, je trouve ça intéressant, Madame la Présidente, parce qu'on aura l'occasion, nous, d'avoir de tels débats quant à la fixation, notamment, je pense, de la rémunération des députés de l'Assemblée nationale. Et souvent, on en prend un modèle que la fixation de la rémunération des juges à l'Assemblée nationale. Et j'aimerais souligner, je ne peux pas le faire, la présence de la ministre de la Justice, mais je le fais pareil, Madame la Présidente, puis je suis sûr que son leader adjoint ne m'en fera pas grief, parce que c'est un débat important et je suis heureux de la retrouver ce soir, parce que vous savez, j'ai eu l'occasion, dans le passé, pas tellement lointain, de me questionner, de m'inquiéter quant à l'ardeur, à l'activité et à l'importance que la ministre accorde à ses fonctions. Et je suis heureux de souligner ce soir qu'elle est de retour et que nous aurons un bon débat sur le projet de loi numéro 20. Et qu'on n'est pas loin du 21, mais j'embarquerai pas là-dedans. Un chiffre de plus, puis on pourrait également faire de belles heures. Et j'aimerais ça également, parce que la ministre, je vais lui donner ce qui lui appartient, ce qu'elle a pu démontrer. Femme intelligente, femme qui a évidemment des convictions et qui, je crois, dans cette Assemblée nationale, pour notre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de ses collègues, puis je ne pointerai pas son leader, je pense que ça serait intéressant de savoir ce qu'elle pense, mais elle n'en pense pas moins. Et ils ont déjà eu l'occasion de faire la paix sur différents modèles qui ne nous impliquent pas ici. Alors, je reviens sur le PL20, Madame la Présidente. Sur le PL20, il est important, on parle du mode de nomination, mode de rémunération, des juges. J'ai dit qu'il s'agissait là d'une belle analogie que l'on pourrait faire avec un débat qu'on pourra avoir sur la rémunération des députés. Parce qu'on veut toujours, dans les deux cas, l'analogie, par définition, toute analogie est imparfaite, mais dans ce cas-là, c'est assez pertinent. On veut que les juges soient indépendants. Alors, on ne va pas, nous, déterminer leur rémunération au bon plaisir. C'est juste de dire on va encadrer la rémunération que l'on donne, les conditions de travail que l'on donne, le salaire, pension et autres indemnités. Nous n'allons pas faire en sorte que ce soit au bon plaisir des députés, parce que là, on viendrait ne pas respecter un élément important qui existait avant la décision de la Cour suprême en 1997 sur la rémunération des juges de l'île du Prince-Édouard, mais qui avait été ciblé, identifié, verbalisé dans cette importante décision-là. Là, la rémunération par un comité indépendant nous permet d'avoir des gens, des tiers totalement indépendants qui viennent viennent nous soumettre, nous, à l'Assemblée nationale, la rémunération des juges. Et nous devons l'intégrer dans une loi. Maintenant, le lien qu'on peut faire avec la rémunération des députés, c'est que nous sommes juges et partis. On fixerait, le cas échéant, notre propre rémunération. Et là, on n'aurait probablement pas, et c'est ce qui a toujours été dit, il y a toujours un grand malaise, l'indépendance nécessaire pour fixer nos propres rémunérations. On aurait tendance à les augmenter, mais on ne le fera pas parce que les gens vont dire qu'ils ne peuvent pas s'augmenter. On pourrait dire, bien là, on ne va pas les diminuer parce qu'évidemment, on n'ira pas se faire harakiri parce que l'on veut des femmes et des hommes qui viennent participer au débat démocratique. Des femmes et des hommes qui seront rémunérés sur sa juste valeur. Puis ça a déjà fait l'écho d'un débat entre la chef de la deuxième opposition, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et le premier ministre du Québec sur le niveau de rémunération des députés. Quel est le lien? Le lien est assez évident. Ça prend de l'indépendance dans la fixation des modes de rémunération. Or, ça naît le socle, la pierre d'angle, le pivot de cette procédure aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on a un projet de loi 20. D'où vient le projet de loi 20? Ce n'est pas la ministre qui l'a rédigé avec ses fonctionnaires, et ce n'est pas nous, Madame la Présidente, vous le dites, là, on va voter pour le projet de loi, là, mais ce n'est pas nous qui allons, lors d'un débat article par article, commencer à modifier tel aspect, parce que ça a déjà fait l'objet d'un rapport daté du 20 août 2018. Rapport où il était dit, rapport du Comité de la rémunération des juges, régime de retraite des juges de paix magistrats 2016-2019. Il y a des gens qui se sont penchés sur cette question. Qui sont ces gens? C'est le comité qui est composé de l'honorable Pierre Blais, président, et de l'honorable Louis Lebel, de l'accord de la juge en chef de la Cour du Québec, et du conseil, je vais vous le dire, juge de paix magistrat.
et également de Mme Madeleine Paulin, désignée comme membre par le gouvernement. Donc, les deux partis, il n'y a pas réellement des partis en présence, mais pour fin de discussion, on va souligner qu'il y avait essentiellement deux partis. Il y avait le gouvernement qui va signer le chèque à un certain moment donné, qui va s'assurer que, structurellement parlant, le fonds de pension soit là et existe, d'une part, et d'autre part, il y avait la représentante de ce que l'on appelle, Madame la Présidente, là, le Conseil des juges de paix magistrats. Et au-dessus de ça, il y avait un président, une présidence qui était indépendante, Pierre Blais, qui était le président du comité. Et eux se sont penchés sur quoi? Se sont penchés sur un aspect non négligeable, un aspect important, parce que c'est pas tout le monde au Québec, là, c'est pas tout le monde qui nous écoute à la maison qui ont un fonds de pension, qui peuvent réellement prévoir, ben moi, si d'aventure je prends ma retraite à tel âge, voici combien j'aurai. Ça, quand on a l'avantage, ce sont des fonctions extrêmement importantes. Juge de paix, magistrat, j'irai un peu plus tard l'occasion d'en définir les attributs, mais il est important de bien les rémunérer. Il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une juste rémunération. Pour qu'elle soit juste, cette rémunération-là, nous devons la fixer en tenant des comparatifs, des comparables qui tiennent la route. Ce n'est pas au gouvernement à faire ça. Il n'y a pas d'unité de négociation, il n'y a pas de syndicat, il y a un regroupement des juges de paix magistrats, mais il n'y a pas de négociation collective formellement parlant, mais il y a un comité qui analyse les représentations de part et d'autre, gouvernement, juge de paix magistrat, et qui détermine ici, ce qui était en discussion, c'était le fonds de pension. On va faire un peu d'histoire, Madame la Présidente. On va faire un historique. On va que sont les juges de paix magistrats, d'où ça vient, quelle a été l'évolution. Et c'est important parce que ça nous permet de mettre en lumière un peu pas mal, les postes de juges que le niveau provincial, ici au Québec, que le Québec, le gouvernement du Québec et l'administration québécoise nomment versus les postes de juges que le gouvernement fédéral vont nommer. Alors, essentiellement au Québec, il y a 3 types de juges qui sont nommés par le Québec. Il y a les juges des cours municipales, qui sont nommés sur recommandation de la ministre de la Justice, qui sont nommés par le Conseil des ministres. Il y a les juges de la Cour du Québec. Et il y avait, 3e catégorie, jadis, avant 2004, juges de paix à pouvoir étendu. Alors, 3 types de juges qui sont nommés par Québec en 2004. Juge des cours municipales, il y en a plusieurs dans plusieurs municipalités, juge des cours municipales, juge de la Cour du Québec, et il y avait une autre catégorie, ils étaient 6 juges, juges de paix à pouvoir étendu. Que faisaient les juges de paix à pouvoir étendu? Ils participaient, ils œuvraient au sein de la Chambre de la Cour du Québec en matière pénale et criminelle et qui avaient une certaine expertise, une certaine juridiction spécialisée en matière criminelle et pénale. Et à cet effet-là, ils pouvaient rendre les ordonnances qui viennent assez régulièrement, mais pour lesquelles on doit se développer comme juge, qui doit, au cas par cas, appliquer des critères très spécifiques quant à, par exemple, permettre que soient émis des brefs, des saisies, des mandats d'écoute, et ainsi de suite. Les juges pouvaient, à ce moment-là, avoir développé cette capacité-là, toute particulière. Ils étaient 6 en 2004. En 2004, donc ça c'était avant 2004, en 2004, il y a eu une refonte, une modification qui a fait en sorte de prendre les 6 postes de juges de paix à pouvoir étendu, et c'est là où on a créé les juges de paix magistrats. On a créé la fonction de juge de paix magistrat, et les 6 juges de paix à pouvoir étendu devenaient de facto, parce qu'on les incluait dorénavant dans la nouvelle définition, ils étaient du jour au lendemain juges de paix à pouvoir étendu à juges de paix magistrat. Ils étaient 6. Nous avons créé, nous, exclu la personne qui parle, c'est collectivement en 2004, nous avons créé 27 postes additionnels. Les 6 plus les 27, ça fait 33. En 2004, nous avons donc eu le 3e corps de juges qui s'appelle juge de paix magistrat. Ils étaient 33. Donc, c'est la 3e type de juge que l'on nomme, juge de paix magistrat, juge de la Cour du Québec qui sont, et dont les juges de paix magistrats sont des juges de la Cour du Québec, mais à pouvoir spécialisé. On n'a pas modifié tant que ça leur attribut, mais on en a nommé davantage parce que c'est une façon de faire qui avait fait ses preuves, mais ils participent toujours de la Cour du Québec et les premiers que l'on nomme, les juges des cours municipales. Donc, le gouvernement avait à ce moment-là, Madame la Présidente, puis on parle d'une décision importante. D'entrée de jeu, je vous ai référé à la décision de 1997 de la Cour suprême sur les juges de l'île du Prince-Édouard, où là, on a pu voir la Cour suprême
étayer, mettre davantage de détails quant à la nécessaire indépendance que l'on doit accorder aux juges, et ça participe, entre autres, de la fixation de leurs conditions de travail, de leur rémunération. Juges de paix magistrats, le gouvernement a fixé leurs conditions et ils avaient un régime personnel d'encadrement. Autrement dit, ils avaient, en ce qui a trait, oui, à leur salaire, ils avaient des conditions tout à fait comparables à celles de juges de la Cour du Québec. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais quant à leur fonds de pension, il y avait un régime qui était pré-2004 pour les juges de paix à pouvoir étendu et un régime qui était post-2004, qui était pour les 27 nouveaux postes de ceux qui ont toujours et qui auront toujours été du premier jour juges de paix magistrats, mais qui n'était pas la même chose pour les 6 premiers. Bien, il y avait eu des différences quant au fonds de pension. Le gouvernement, à ce moment-là, avait fixé le régime de la Cour du Québec comme étant le régime personnel d'encadrement. Et en 2008, le débat était revenu. Et là, différents échanges, différentes également prises de position et décisions font en sorte qu'on dit que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que de façon indépendante, il faut refaire nos devoirs sur cet aspect-là, que de façon indépendante, l'on puisse fixer leur fonds de pension, leur régime de pension. En 2016, il y a un rapport, donc la question s'est posée, d'un comité indépendant s'est penché sur la question, a fait son analyse et, contrairement à 2008 où on avait dit non, c'est correct, on peut y aller de façon générale sur un régime qui n'est pas celui des juges de la Cour du Québec. Dans 2016, un autre comité, puis c'est ce qui nous permet socialement d'évoluer lorsqu'on confère à des comités indépendants, des gens spécialisés, des gens rassés à ces questions-là, et qu'ils nous remettent leur rapport, bien, force est de constater que l'on doit y donner suite. Et en 2016, on s'est fait dire collectivement, oui, il faut arrimer, permettre à tout le moins que les juges qui étaient parmi les premiers 6, les juges qui étaient parmi les premiers 27 jour 1 suivant 2004, de leur donner l'option de pouvoir transférer, parce qu'ils avaient une pension, un système de contribution et de pension, de fonds de pension, mais qui n'était pas celui des juges de la Cour du Québec. Alors, la question leur a été dit, bien, on va leur permettre, oui, en 2016, de transférer, le cas échéant, leurs avoirs du fonds de pension, l'encadrement pour personnel pour les autres employés de l'État, au fonds de pension des juges de la Cour du Québec. Parfait. Maintenant, on dit le diable est dans les détails. Une fois qu'on a dit ça, on va leur permettre d'opter puis de transférer d'un régime à un autre. Quelle équivalence allons-nous donner à cela? Là, on commence à parler d'études actuarielles assez précises. Qui nécessitait donc, une expertise. Et il y a un cabinet très spécialisé qui a eu l'occasion, on parle de la firme E.ON, qui ont conseillé et ont donné des conseils de nature actuarielle et économique au comité. Et ce sont des professionnels qui ont été adjoints au comité indépendant. Ce n'est pas à nous, législateurs, au même titre que l'on dit, bien, on ne va pas déterminer le salaire. Nous n'avions pas l'expertise comme législateur. On aurait pu l'obtenir, mais ce n'était pas notre rôle que de fixer cela. C'était au comité d'en faire l'analyse, de requérir de telles analyses et de nous revenir avec un rapport. Et ce rapport-là, Madame la Présidente, j'en parlais tout à l'heure, décision 2016, oui, il faut aller là-dedans, constitue le comité. À droite, le gouvernement, vos représentations. À gauche, le Conseil des juges de paix et magistrats, vos représentations. Et là, le comité des trois, un de chaque bord, plus la présidence qui est indépendante, a remis son rapport qui est ici, qui est le 20 août 2018. Je vous ferai grâce, Madame la Présidente, des détails quant aux études actuarielles et quant aux chiffres, quant aux transferts, surtout qu'il y a une certaine complexité. Tout dépendamment du cas dans lequel vous vous trouviez et l'habilité dans la rédaction du rapport et l'habilité dans la loi, le projet de loi 20, lui reprend et met en pratique le rapport. L'habilité de mettre ça en langage, on parle ça de la légistique, en langage légal, pour s'assurer que tous les cas d'espèce soient couverts. Tous les cas d'espèce soient couverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il y avait un juge qui était sous l'Ancien régime pré-2004, qui serait encore en exercice et qui déciderait de partir à la retraite et qui n'aurait travaillé que 2-3 ans sur le nouveau régime? Est-ce que ces années antérieures, qu'est-ce qui est plus généreux pour lui? C'est son option, c'est à lui de choisir, mais il faut lui présenter les chiffres et c'est à cette femme ou à cet homme juge d'en décider. Qu'en est-il d'une personne qui aurait pris sa retraite depuis 10 ans, 5 ans, 2 ans ou dans une année, 4 cas d'espèces différents qui, selon les scénarios, l'âge de votre retraite,
la durée de votre carrière également a une détermination directe quant au montant que vous allez recevoir à la retraite. Et la position qui a été prise, ça a été de dire, bien, on va leur montrer les options et eux décideront, bien évidemment, étant entendu qu'ils allaient choisir le système le plus généreux. Mais les études actuarielles nous permettaient quasiment, c'est pas du 1 pour 1, mais on parle de 33 juges à l'époque en 2004. Aujourd'hui, il y a eu création de d'autres postes. On parlait de l'arrêt Jordan. On veut plus de juges, on veut que les cours puissent juger de façon beaucoup plus rapidement. Bien, ça passe, entre autres, par le nombre, non seulement de cours, mais ça passe par le nombre de juges qui siègent et qui entendent les causes. Alors, on est passé, avec les années, de 2004 à aujourd'hui, de 33 à plus 6, de 33 à 39 juges de paix magistrats. Juge de paix magistrat, on vient de créer dans les dernières années 6 postes. Vous êtes sous l'Ancien régime depuis 3 ans. Vous allez embarquer, si vous optez pour cela, sur le régime des juges de la Cour du Québec, parce que c'est la solution qui est offerte. Vous allez maintenant pouvoir cotiser au régime de pension des juges de la Cour du Québec, mais selon la valeur que l'on va vous attribuer d'équivalence pour les années précédentes pour lesquelles vous avez cotisé dans un autre régime, quelle équivalence on donne, ça vaut combien sur le nouveau régime? À vous de choisir. Mais en ce sens-là, c'est important que ce soit fait de façon rigoureuse, de façon, je vous dirais, aussi respectueuse d'offrir le système selon ce qu'ils choisissent qui est réellement plus généreux, dans les faits, pas juste en théorie. Et ça a été fait par le comité indépendant. Mais là, je vous entends déjà me dire, Madame la Présidente, mais voyons donc, Monsieur le député de La Fontaine, qu'en est-il de l'indépendance des juges? À quoi ça rime sur l'indépendance des juges? Alors, vous savez bien que j'entendais déjà lors de ma présentation cette question tout à fait pertinente et je m'étais préparé en conséquence, puis prêt à vous dire que c'est essentiellement sur 3 piliers que nous nous reposons. Le principe de l'indépendance judiciaire se traduit comment? Il se traduit de 3 façons. Ça, c'est un mot, la dernière fois, que j'avais eu de la misère, mais je me suis pratiqué. Alors, je me suis pratiqué, Madame la Présidente, l'inamovibilité. L'inamovibilité, je ne sais pas pourquoi, mais sur ce mot-là, c'est particulièrement difficile. Le premier pilier, c'est l'inamovibilité des juges. Autrement dit, vous êtes nommé juge, on ne peut pas demain matin, au bon plaisir, vous congédier, vous transférer, faire quoi que ce soit qui, aujourd'hui, relève du Conseil de la magistrature. Si vous avez un écart de conduite, c'est arrivé. C'est extrêmement rare, mais si un juge est pris avec des écarts de conduite, il y a un conseil de magistrature qui, après audi alteram partem, comme le disait un ancien premier ministre, je pense qu'il avait bien appris la locution latine, après une audition, vous pouvez être le cas échéant, si votre conseil de la magistrature, le conseil de vos pairs, des hommes et femmes juges, dit non, ça passe pas la rampe, on recommande la destitution. C'est le Conseil de la magistrature qui peut le faire, pas le législatif. Ça, c'est l'inamovibilité et fait en sorte également que nous, même pour cause, ça ne nous appartient pas. On ne peut pas destituer un juge. Il y a totale indépendance, mais ça ne veut pas dire qu'il y a impunité. Non, il y a déjà eu, rarissime, mais des cas où il y avait eu une discipline d'imposer quant à certains comportements de juges. Discipline qui peut être gradée. Ce n'est pas uniquement toujours la destitution qui peut être la réponse adéquate, mais ça n'appartient pas au législatif, ça n'appartient pas à l'exécutif. On parle de 3 piliers de l'indépendance judiciaire qui font miroir un peu, mais l'analogie est uniquement au niveau du nombre, des 3 pouvoirs. On parle du pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire, les juges. Les juges sont indépendants. Le pouvoir judiciaire est indépendant. 3 principes. Premier, on en a parlé. Je passe au deuxième. Le premier était inamovibilité. Le deuxième, la sécurité financière, Madame la Présidente. Et le troisième, l'indépendance institutionnelle. L'indépendance institutionnelle, il ne suffit pas de garantir l'indépendance des juges comme on vient de le voir. Il faut aussi tenir compte de celle de leur tribunal comme institution. L'indépendance institutionnelle, on parle ici de l'étanchéité. Ils n'ont pas à se préoccuper de ce qui se dit à l'extérieur. Là-dessus, je vous ferai l'analogie de Maître Murphy, qui est la directrice des poursuites criminelles et pénales. Elle n'est pas juge. Les procureurs de la Couronne ne sont pas juges, mais ils participent de l'administration de la justice. Maître Murphy, quand on lui posait des questions,
hey, dans telle enquête, là, l'UPAC, le ci, le ça, il y en a qui trouvent que c'est trop long, puis que ça traîne, puis qu'il devrait y avoir des accusations, puis qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis vous, des PCP, puis procureur, répondez donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de staller, si vous me permettez l'expression, Mme la Présidente, sur vos bureaux. Maître Murphy n'a pas à répondre à ces questions-là. Et elle-même, ça m'avait marqué, en commission parlementaire, études de crédit, était venue nous faire l'analogie suivante. Elle avait dit, moi, nous, quand la pression médiatique est à son maximum, je me retourne et je dis à mes procureurs, on entre dans notre sous-marin. On entre dans notre sous-marin. Nous sommes étanches à toute influence externe qui est autre et ne participe pas de la nature de notre travail d'analyse et de discrétion, de dire, dans ce dossier-là, il n'y a pas assez de preuves, on ne poursuit pas. Et c'est pas une discrétion totale, entière et arbitraire. Oh non! Il y a des décisions très étoffées des cours, notamment de la Cour suprême, qui nous dit que parmi les critères d'analyse, vous le savez, au criminel, ce n'est pas la prépondérance des probabilités, 50 plus 1 à la Cour criminelle, c'est hors de tout doute raisonnable. Vous êtes procureur, vous avez un dossier devant vous, vous devez, après analyse, dans votre âme et conscience, vous êtes professionnel, vous êtes avocate, dans votre âme et conscience, vous posez la question suivante, il y a d'autres questions, mais dont celle-là. Puis la ministre de la Justice saurait en parler mieux que moi, elle l'a fait, elle. Est-ce que j'ai des chances raisonnables, puis j'ai peut-être pas le verbatim exact, mais essentiellement et en substance, est-ce que j'ai des chances raisonnables d'obtenir une condamnation en vertu du critère hors de tout doute raisonnable? Et si je n'ai pas cette analyse, cette expectative de raisonnabilité, vous ne devriez pas poursuivre parce que vous ne devez pas essayer, tenter votre chance, puis on verra bien. Ce n'est pas comme ça que le système est fait. Vous devez, lorsque vous déposez des poursuites, avoir dans votre âme et conscience fait l'analyse et dire, oui, dans ce dossier-là, j'ai des expectatives raisonnables que nous aurons l'occasion de convaincre un juge ou, le cas échéant, un jury de la culpabilité de la personne sur les accusations qui sont déposées hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est l'analyse des procureurs de Maître Murphy. Ça, c'est Maître Murphy qui dit, quand on fait cette analyse-là, on rentre dans notre sous-marin. Ça, Maître Murphy, elle participe du système judiciaire qui est raccroché aux juges, femmes et hommes juges, qui vont décider de façon tout à fait indépendante. Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre discrétion et on n'est pas arbitraire. C'est discrétionnaire, on a certaines balises et on les applique. Ça, ce que je vous ai dit là, en aval jusqu'en amont, c'est l'indépendance institutionnelle. Il n'y a pas personne qui doit aller leur dire « ben c'est bien de valeur, tassez-vous, nous on poursuit ». Il existe une exception. Je n'entrerai pas là-dessus parce que c'est un autre débat. Je pense que c'est en vertu de l'article 23 de la loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales où, puis la ministre me donne 10 sur 10, où la ministre de la Justice pourrait, dans des cas très exceptionnels, aller voir la directrice, très, très, très exceptionnelle. Elle me fait le geste en disant, là, il y a des semaines où ça n'arrivera pas, Madame la Présidente, c'est ce que j'en déduis, où elle pourrait dire à la directrice des poursuites criminelles et pénales, bien écoute, je veux t'entendre, dans tel dossier, je veux t'entendre, ça prend une rencontre. Rencontre avec la directrice des poursuites criminelles et pénales, entendre ce qu'elle a à dire, lui faire valoir ce qu'elle a à dire, et à la fin, la ministre pourrait dire, bien, vous décidez de ne pas poursuivre, mais savez-vous quoi, moi, je poursuis. Elle devra à ce moment-là, si elle décide de le faire, parce qu'elle est toujours procureure générale, c'est la seule, la ministre de la Justice, à avoir prêté 2 serments. Dépositaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des sceaux de la justice du Québec, je paraphrase, mais elle a elle a 2 serments à porter. Et en ce sens-là, elle est procureure générale et ça lui appartient aussi, même si on a depuis 2007 mis ça de côté de façon indépendante chez la directrice des poursuites criminelles et pénales. Elle pourrait le faire après rencontre, après explication et après publication dans la Gazette officielle. Dire dans tel dossier, moi, je poursuis l'individu, mais ça, c'est de façon très exceptionnelle. Ça, cette exception-là est la preuve de toute l'importance que l'on accorde quant à l'indépendance institutionnelle. Et le troisième pilier, après avoir parlé de l'inamovibilité, de l'indépendance institutionnelle, il y a la sécurité financière. La sécurité financière, Madame la Présidente, c'est le projet de loi 20. La sécurité financière, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est la fixation par un comité indépendant qui entend les parties, sans que ce soit une négociation, qui fixe les rémunérations, les éléments de la rémunération et, dans le cas bien précis, le rapport du 20 août.
Le projet de loi, là, numéro 20, la première chose qu'on va vous dire, c'est qu'il fait suite au rapport du 20 août. Bien, le rapport du 20 août, c'était régime de retraite des juges de paix et magistrats. Je viens de vous faire très brièvement l'historique de cette fonction et faire en sorte qu'il y avait nécessité de faire un arrimage. On n'allait pas le faire par loi, nous, de façon discrétionnaire, parce que l'on sait, ça n'aurait pas été arbitraire, mais ça aurait été discrétionnaire. La discrétion du législatif, mais ça, on ne peut pas l'avoir dans un système parlementaire où on respecte le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il y a un article, Madame la Présidente, que j'ai particulièrement aimé, qui est un article qui nous donne des applications très tangibles, qui avait été écrit à l'époque, le 22 septembre 2011, par le juge François Rolland, qui nous donnait des illustrations, Madame la Présidente, de ce dont je vous parle. Il était juge en chef de la Cour supérieure du Québec, juge Rolland. Et je vais vous en donner 3. Puis ça, je pense que ça parle aux gens qui nous écoutent à la maison. Premier élément de ce que je viens de vous dire, l'indépendance judiciaire, ça se traduit comment, ça, dans la vraie vie? À titre d'illustration, je le cite, c'était sous la plume du juge Rolland. Le juge ne pourra être congédié s'il rend une décision qui déplaît au gouvernement ou à l'une ou l'autre des parties, ou encore voir son salaire réduit ou être assigné en permanence loin de son domicile. Le mécanisme de l'appel à une autre cour a été créé pour permettre la contestation d'une décision avec laquelle une partie est en désaccord. Donc, vous perdez votre décision, c'est appelable, on dirait dans le langage civiliste, c'est appelable de plein droit ou de plano, ou sur requête pour permission d'appeler. Ça, c'est une option, mais c'est pas vrai qu'on va taper sur la tête du juge. Puis c'est pas vrai que même administrativement, on va le dire, bien là, il comprend pas, il est dans telle région, bien, on va l'envoyer visiter pour une couple d'années telle autre région, sachant l'impact familial que ça pourrait avoir. Autre élément, on parle du juge qui ne peut, en raison de son obligation d'impartialité, participer au débat public. Celles et ceux qui nous écoutent à la maison, jamais vous allez entendre, à moins que ce soit un juge à la retraite, puis c'est bien correct, puis même là, les juges à la retraite, lorsqu'ils prennent la parole, c'est de façon toujours très posée, de façon très, très respectueuse de tout un chacun, des opinions de tout un chacun, et lorsqu'ils se prononcent, ce sont sur des sujets d'intérêt public, faire avancer la société. Moi, je n'ai pas d'exemple où c'était pour soulever l'ire ou pour faire en sorte de jeter de l'huile sur le feu. Les seuls juges, donc, que j'ai entendu prendre la parole, c'était les juges à la retraite, puis c'était bien correct, ils avaient une expertise très précise. Mais vous n'entendrez jamais un juge en fonction, une femme ou un homme juge en fonction, donner son opinion dans un débat public, quel qu'il soit. C'est son devoir d'impartialité. On dit également un devoir de réserve. Et ça, le juge Rolland, il faisait référence. Un devoir de réserve, toujours afin de maintenir quoi? Non seulement son impartialité, mais aussi son apparence d'impartialité. Parce qu'on pourrait s'amuser à colliger ce qu'un juge a dit, telle déclaration sur tel document, telle déclaration sur tel dossier, telle déclaration sur tel règlement, tel projet de loi. Et à la somme de ces déclarations, si d'aventure il ou elle était devant un débat qui ferait entrer en cause de certaines notions, bien à ce moment-là, on pourrait lui dire, bien, vous avez déjà donné votre opinion là-dessus, vous étiez contre l'encadrement, par exemple, des armes à feu. Par exemple, je donne un exemple. Vous aviez de grandes réserves par rapport à l'encadrement des armes à feu. Là, on vient de plaider une cause où on veut voir renforcer devant nos tribunaux l'application d'une loi qui veut resserrer puis l'interpréter les armes à feu. Bien là, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un motif de récusation? Alors, on va garder ça simple. Les juges ont un devoir de réserve à respecter. Et ce que font les avocats, les avocates, évidemment, seul devoir de réserve qu'ils ne peuvent pas, qui doit être au grand jour parce que la justice est publique, bien, c'est les décisions antérieures. Alors, on va aller lire des décisions antérieures. Si moi, Madame la Présidente, si je sais que demain matin, je vais plaider une requête pour garde partagée, puis je sais que selon certains critères, vous avez déjà rendu telle décision dans telle autre cour, je vais aller lire ce que vous avez dit. Puis je ne vous le dirai pas nécessairement, mais je vais plaider dans le sens de c'est correct, c'est normal, la justice est publique, vous allez entendre plusieurs causes dans votre carrière de juge et vous allez être conséquente, on prend pour acquis avec vous-même, mais en tout, la façon pour vous de vous en sortir comme juge, c'est la suivante, chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est un cas d'espèce. La loi ne change pas, mais la façon dont on collecte les faits, qu'on les analyse, qu'on les juge et qu'on leur donne une valeur probante différente selon le témoignage qui est offert, bien moi, dans ce cas-là, j'entre ça dans mon analyse, ça me donne tel résultat. On ne pourra jamais préjuger, ce n'est pas du 1 pour 1 de ce que vous allez décider, mais vous respectez votre devoir de réserve. On ira voir ce que vous avez écrit dans d'autres décisions, mais encore une fois, ça appartiendra au cas par cas.
Le troisième élément, Madame la Présidente, c'est les critiques médiatiques. J'en parlais un peu plus tôt du fameux sous-marin de Maître Murphy. Un juge et ça participe de son indépendance à l'abri des critiques médiatiques. Autrement dit, le juge n'a pas à se préoccuper. Il n'est pas à l'abri des critiques médiatiques. Je corrige ce que j'ai dit. Mais le juge doit être serein lorsqu'il entend les causes et les critiques médiatiques. Il ne sera pas à l'abri. Qu'elles soient fondées ou non fondées, quant à son intégrité, elles peuvent porter atteinte à sa sérénité. S'il perd cette sérénité, cette indépendance de pouvoir, oui. Monsieur le député de La Fontaine, à ce point-ci, je me dois de vous demander si vous avez terminé votre intervention. Il m'en reste un petit bout, Madame la Présidente. Il en reste un petit bout. Alors, vous allez probablement souhaiter poursuivre lors de la reprise de ce débat. Et compte tenu de l'heure, je vais ajourner nos travaux au mercredi 5 juin à 9h40.